Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In. J'espère que vous allez bien. Petite chose avant de commencer, merci pour l'accueil sur la vidéo où je parlais du biopic sur Michael. Ça a fait beaucoup réagir. Ce sera peut-être probablement la seule et unique fois que j'en ferai ce genre de vidéo-là. Peut-être que je ferai une critique du film quand je le verrai. Quand il sortira déjà. Oui, il sort au mois d'avril. D'accord. 2026, ça a été confirmé, c'est sûr et certain, c'est marqué dans le fer rouge. Ok. On fait, c'est bon, le sort. Mais voilà, merci pour l'accueil. Et puis voilà, c'est pas un exercice que j'apprécie forcément de dire la pluie et le beau temps au niveau des news dans le cinéma. Mais j'avais envie de la faire, au moins cette vidéo, pour partager un petit peu ma vision des choses. Mais aujourd'hui, voilà, on revient à du bon cinéma in et on va parler de cinéma et on va parler aussi d'hommes poilus avec des grandes dents. Qui s'est pas brossé depuis. D'hommes ou de femmes aussi. Hein. D'hommes ou de femmes aussi, oui, c'est vrai. Il y en a eu très peu, mais ouais, il y en a eu. Il y en a eu. Et aujourd'hui, donc, la thématique, c'est le loup-garou. Comment vas-tu, Julien ? Bah, écoute, moi ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien. Je pense que tu apprécies beaucoup cette thématique. Non, du tout. J'ai rattrapé tout mon retard Non, il y a 2 jours. C'est celui qui s'y connaît le moins. Voilà. Comment vas-tu, Kevin ? Ça va très bien. Ça va très bien. Et comme Julien, je suis celui qui s'y connaît le moins en loup-garou, mais là pour le coup c'est vrai, je m'y connais vrai. Je suis peut-être celui qui s'y connaît le moins, mais j'avais quand même envie de faire cette émission. Bienvenue à vous, messieurs. Pour vous, ça représente quoi, le loup-garou ? Moi, pour moi, ce que je cherche surtout en général chez le loup-garou, c'est surtout ce côté à la nature que l'être humain a un petit peu oublié et qui vient carrément te faire comprendre que de temps en temps, tu en fais partie. C'est bête. Voilà. Et qu'en effet, tu as ce compromis entre la bête et l'humain, cette addiction aussi qu'il y a en effet dedans. Oui, il y a certains Jardin d'addiction. qu'on fait ça. Donc ouais, surtout le rapport à la nature qu'on a un petit peu oublié depuis quelques temps. Kevin, toi qui as découvert un peu... Alors pour moi ça représente un chanteur canadien qui chante par exemple la chanson Seul sous la lune. Celui qui n'a jamais été seul. Loup-garou. Plus sérieusement, en fait, moi, c'est. Je connaissais évidemment les films de loup-garou, mais je les avais jamais vraiment regardés. Comme beaucoup Après, de films d'horreur. ça représente vraiment la bestialité, et d'ailleurs, c'est un des sujets que je vais aborder en parlant du film dont je vais parler. Mais ça, du coup, je tease un petit peu pour ce qui va suivre derrière. Après, on peut C'est faire... vraiment mignon. Après, on peut faire un peu le tour des films de loup-garou dont on va pas parler, mais on va parler Ouais, un peu et quand même, histoire de quand même, parce que dont bon... certains qui sont très mauvais et d'autres qui sont. Voilà. On va dire. Mais, comment on dit, non, De quoi ? comment on dit, tu sais, quand même le jury, quand il dit, par exemple, spécial. Dimension. Dimension, ouais. Merci. Merci, Donc on va parler, on va un peu parler de films en vrac, donc ce ne sera pas les films dont on va parler, mais voilà, il faut, quand on parle de films de loup-garou, on ne peut pas passer à côté de films fondateurs. Ouais. Pour certains, des films cultes pour d'autres, des films oubliables pour certains, il y en a. Même récent. Même récents. Mais on va dire que, comme tu disais en off, l'un des premiers films de loup-garou est un film muet. Ouais, c'était un petit court-métrage muet de 1913, donc malheureusement qui est perdu. Un jour qui avait été fait par Universal et en fait c'était un film où faut savoir un truc, c'est que le loup-garou a eu une énorme évolution déjà en général. Hollywood comme pour le vampire, Hollywood a énormément façonné son mythe moderne qu'on connaît d'aujourd'hui, enfin avec les codes qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que de base le loup-garou en fait pendant longtemps donc ça vient beaucoup d'Europe en général, le loup-garou, même s'il y a eu quelques variantes en Amérique comme le skinwalker, le Wendigo, mais généralement pendant longtemps c'était beaucoup lié à la magie noire, à la sorcellerie, donc les gens qui avaient des engans, qui d'un seul coup se transformaient, des malédictions qui étaient faites. Et donc du coup le premier film loup-garou qui a été fait en 1913 était ce genre de film, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de morsure, pas de pleine lune, ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas trop le rapport à la nature, il y avait vraiment le côté plutôt
de la bête qui était là pour punir. Et donc du coup, là, c'est un court-métrage qui, donc la personne se faisait transformer en loup-garou par magie. Et D'accord. vraiment, ça fait partie des films perdus. Ah, Donc, du coup, il dommage. faudra tourner après 1935 pour qu'arrive vraiment le premier film qui a mis les bases qu'on connaît, le Werewolf of London. Donc un vieux film en noir et blanc de Universal aussi, il me Oui, semble. Universal, ouais. C'est devenu- de toute façon, les loups-garous sont devenus, si je ne me trompe pas, font partie des Universal Monsters. Bien sûr. Oui. Bien sûr, d'ailleurs le loup-garou pendant longtemps a été dans beaucoup de films, a été un personnage qui n'a jamais été souvent tout seul pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop quoi en faire, donc on aimait bien l'avoir, mais on le mettait avec d'autres gens. Donc il a eu le droit de rencontrer Frankenstein, il a eu le droit de rencontrer Après le film vampire. de 41. Oui, de 41, ça va, j'ai oublié celui-là. c'est The Wolfman. The Wolfman. Avec Lon Chaney Jr. C'est ça. Qui lui est vraiment. Qui lui là est l'un des actes fondateurs du mythe loup-garou. C'est ça. Oui, c'est le moment fondateur du loup-garou. C'est vraiment là C'est- que le loup-garou parti a été Voilà. scellé. Enfin, Et c'est à Sur partir le de stade, à partir de ce moment-là où il a suivi l'Universal Monsters. C'est Donc, ça. en fait, et c'est là qu'après il a côtoyé Dracula, le monstre de Frankenstein. ah bah oui, parce qu'il y a eu même le premier avant Marvel. Il y a eu le premier crossover Oui, avec plein de méchants qui oui. s'appelait The Squad. Attends, Monster Squad. Où il y avait justement Dracula dedans. Ah oui, mais ça, c'est Oui, les années 80. C'est les années 80 Ça, c'est les années 80. Ouais, c'est Shane Ouais, Black. c'est vrai Et qu'il y a- par contre, durant les Universal Monsters, durant l'âge Ouais. d'or du Universal Monster, il y a eu des. Avant Ah ouais, Marvel, tu- il y a eu Des- des déjà, crossovers. oui. Des crossovers. Oui, Il y a eu tu- la maison de Dracula que Ils je ont Dracula, retiens. oui. Il y a aussi la fiancée de Frankenstein, qu'on peut le voir une apparition dedans, Oui. rapidement. Il y a eu en effet, pareil, chez Frankenstein, je sais plus, parce que je sais qu'il y a eu deux films comme ça. Il y a eu la maison de Dracula, il me semble qu'il y a eu aussi un autre film qui s'appelle aussi la maison de Frankenstein. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est Et surtout la maison pareil. de Dracula, je cite, parce qu'en fait, c'est l'un des rares personnages dans Universal Monsters C'est vrai. qui a un arc narratif qui se termine. Dans la Oui. maison de Dracula, Oui. son arc narratif au personnage se termine. Oui. Et c'est le seul. C'est le- Vraiment. Bon, D'ailleurs, qui se termine, mais 2-3 ans après, il y a eu le fameux duo Costello et je sais plus qui. Abbott et Costello. Voilà, Abbott et Costello, et il est revenu. Il est revenu, ouais. Mais Ouais, en parce fait, que- Abbott et alors, Costello, il est c'est re- plus des ouais, en films plus, il est- comiques. C'est vrai qu'il est revenu un peu plus tard, parce qu'il y avait eu aussi, ils avaient fait match à Universal Monster, moi je l'ai dans ma collection. Ils avaient essayé de faire avec une femme. Alors moi j'ai découvert quand j'ai eu la belle collection Universal Mhm. Monster qui avait été refaite à l'époque de Valencine qui sortait en DVD. Ouais. Et du coup c'est cette version-là que je voulais tout prix. Et il y avait une version avec une femme, donc She-Wolf. She-Wolf, oui. Ouais, et, malheureusement j'étais déçu parce qu'en fait, à cette époque-là, on voulait pas montrer, je pense, enfin, moi c'est mon avis, hein, je me suis pas renseigné vraiment sur la question, j'avoue, mais c'est mon avis que j'en ai eu quand j'ai vu le film, j'étais en mode, ok, on a une belle actrice, et j'ai l'impression qu'ils avaient pas envie de la transformer en une bébête dedans, donc en fait c'est une malédiction qui tourne autour d'elle, elle se transforme jamais en loup-garou en fait. C'est possible. Hein. C'est... Puis bon, en plus, vous voyez qu'après, il y a eu l'émotion de censure ou ce genre de choses. Il y avait le code ACE à un moment donné. Oui. Donc aussi. il y avait peut-être certaines choses qui étaient un peu compliquées à faire à ce moment-là. Après, on fait un bond dans le temps parce qu'on va assez vite ouais. là-dessus. Parce qu'en fait, on va pas citer le entre-deux parce qu'en fait, j'ai choisi ce film d'entre-deux Voilà. en fait. C'est pour ça. Mais après, durant les... Je suis passé aux années 80 du coup. après, on peut commencer directement dans les années 80. Non, Bon. je tiens d'abord. Hein ah ouais, c'est là. Mais durant les années 80, il y a eu 2 grands films, selon moi, de loup-garou. Que tout le monde, je pense, Que au tout le moins monde- entendu parler. Voilà, donc il y a le premier, c'est le loup-garou de Londres. Donc Et de dans John les- Landis, qui est ce qui est, hein, vraiment. Qui est une comédie horrifique en fait. hein. Qui est une comédie horrifique, Oui. mais c'est voilà, c'est l'un des grands films fondateurs, une fois encore. Mais là, c'est le fondateur de la transformation. Ouais. Et pourtant, malgré que The Wolfman de 41 avait déjà voulu faire un système de transformation Oui. en queue de fondu, Mhm. ça faisait un petit peu comme genre quand vous pouvez regarder Belle la Bête de Cocteau.
Je dis ça au cas où des gens connaîtraient cette version. Bah, c'est intéressant que tu cites C'est- Cocteau. Enfin, La Belle et la Bête de Cocteau. Ah bah c'est un de mes films, de toute façon La Belle et la Bête est une histoire que j'adore énormément, bon, en même temps ça Mais se justement, rapproche un petit peu. Ça se rapproche un petit peu. Et le deuxième film, bah, évidemment, c'est Hurlement de Joe Dante. Ouais. Mon Dieu, mais c'est effroyable. Alors moi j'ai bien aimé l'approche. Alors, ça, Et pour le coup, j'aime à la beaucoup. fin il y a quand même, enfin je vais spoiler, mais on voit le début de transformation d'une femme. Enfin, oui, alors ça fait un peu chat. Ça fait un peu Ça chat. se transforme à la fin. Mais c'est super intéressant, Ouais. je trouve. Oui, parce que la première transformation qu'il y a dans le film, elle est en mode un peu, comment on appelait ça, c'est quand on voulait faire des ombres, mais en mode, on sent bien que c'est dessiné sur l'image. Oui, les ombres chinoises. Ouais, et- c'est ça, et c'est tu dessiné vois- sur l'image pour pas qu'on voie justement. Puis en même temps, c'était une scène de sexe, il me semble. En même temps. C'est une scène de sexe, ouais. D'ailleurs, je crois la seule que je connaisse où qu'un loup-garou se transforme pendant une. Oui, Ah non, je dis pas une bêtise. C'est la première, mais il y en a une autre plus tard qui est arrivée dans le film Trick and Treat. Donc, qu'ils ont réaboré le Chaperon Rouge, que le Chaperon Rouge est très lié aussi à l'histoire en général du loup-garou. Ah bah bien sûr, oui. oui. Alors, on peut citer aussi La Ouais. Compagnie des loups. Oui. Il y a une scène de Scène dedans, ouais. semi-loup-garou. Loup-garou, ouais. Voilà. Mais celle-ci, le roman, c'est vraiment la première où on avait une transformation Ouais. pendant une scène de sexe entre Par deux contre, loups. évitez les suites, hein, des hurlements. Il n'y a que le 5 qui aurait pu être intéressant s'il avait eu un budget plus. Voilà. Mais sinon, dans les suites, il faut les oublier. Ensuite, Même après, Maribor. voilà. Ensuite, après, après, il y a eu ce grand truc. On peut aussi citer le clip vidéo Thriller, Oui. parce qu'il y a une transformation de loup-garou, évidemment, par la même équipe que le loup-garou de Londres, mais Ouais. ça, tout le monde le sait. Il y a après, dans les années 90, il y a eu un film dont je vais parler. dont tu vas parler qui est intéressant. Et après, on a eu beaucoup de nanars. Ah bah, il y a eu le loup-garou de Paris. Regarde pas, oui, je l'ai. Alors, je Oh. l'ai découvert avant le loup-garou de Londres. Alors, moi, au début, quand j'étais gamin, je Putain. l'aimais bien. J'étais en mode, bon, il y a Jules Delpy dedans. Une petite apparition de Thierry Lhermitte Oui. qui a eu dommage, beaucoup de scènes coupées. C'est dommage parce que du coup, il fait juste une apparition au début et à la fin. C'est un peu dommage. Enfin, non, au milieu, mais on le voit en loup-garou. Voilà, je sais pas, mais c'est un film qui était. Bah, en fait, ils voulaient mettre beaucoup de 3D dedans. C'est ça le problème. Ah, puis c'est moche. Hein. C'est moche, ouais. Alors, à l'époque, peut-être sur les télé cathodiques, ça aurait peut-être passé si j'avais découvert sur les télé cathodiques. Moi, j'ai découvert en DVD sur les télés déjà de nos jours. Ouais. C'est dommage qu'on avait Du coup, baissé si je dans me la trompe page. pas, ce film-là, c'est bien la suite, une suite du. Alors, C'est oui et c'est non. une réinterprétation. C'est plutôt, alors ça se veut une suite, mais en même temps ça ne l'est pas. Ah, Ça ah. veut être une adaptation d'un roman qui s'appelle Le Loup-garou de Paris de Guy Andor. Mais je vais faire une putain de transition, les gars. C'est pas la première adaptation du roman. Et c'est mon film. Voilà. Voilà. Est-ce que je demande ça parce que je sais que John Landis avait dit que le loup-garou de Paris, et je cite ces mots, c'était de la merde. Ouais, Bah, ils c'est- avaient voulu faire des trucs qui étaient un peu chauds. En fait, dedans. ils voulaient à la fois faire une suite au Loup-garou de Londres et en même temps se rapprocher du roman du Loup-garou de Paris. Ouais, c'est ça. Ce qui déjà est assez bizarre parce que. Et d'ailleurs, ils ont surfé sur le même nom en anglais, d'ailleurs. Vu Voilà. la fin du loup-garou de Londres, c'est compliqué de faire une suite d'ailleurs. Ce n'est pas la première adaptation donc, du fameux Loup-garou de Paris de Guy Andor, mais il s'agit de La Nuit du Loup-garou. Voici le Blu-ray DVD, attention, hein, La Nuit du Loup-garou, mais je préfère l'affiche originale qui est largement Plus joli, je trouve. Alors, j'avoue que j'adore les vieilles affiches comme ça ici. elles Mais sont belles. Hein. j'avoue que pour une fois, je suis aussi Ah oui. satisfait. Elle est Ah belle. ouais, elle est belle. elle est C'est très belle Très aussi. illustrée, Ouais, ouais. j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Mais j'aime les deux. J'aime les deux. Ouais. Et donc, Ah. ce film-là est particulier parce que c'est un entre-deux. C'est avant Le Loup-garou de Londres, Hurlement, et après donc toute la frénésie des Universal Monsters. Très théâtral, c'est. Ouais. On est en 1961 et ce film-là est produit par la Hammer Film. La Hammer Film, c'est l'une des plus grandes boîtes de prod anglaises des années 50, 60, un petit peu 70, mais 70 c'est un peu particulier parce que c'était l'âge d'or était en train de se terminer et bon bah les grosses productions américaines horrifiques, style L'Exorciste par exemple, bah leur a mis une amende hein, très clairement.
Et en fait, bon, la mort film, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit sur la chaîne, mais en gros, c'est qu'ils ont réussi à faire 2 braquages, entre guillemets, dans le cinéma horrifique. C'est qu'ils ont fait le Frankenstein de 58 en couleur, qui osait pour l'époque, vraiment. Mais je vous invite à le découvrir parce qu'il est vachement bien. Et tout le cycle Frankenstein de la Hammer est passionnant. Et évidemment, le Dracula avec Christopher Lee. Et ces 2 films-là, enfin surtout Frankenstein s'est échappé, donc le premier Frankenstein qu'ils ont fait, a cartonné. Et les grosses boîtes de production, donc on va citer Universal, voyant le potentiel, se sont dit « Et si on faisait une collab ?» Et subitement, en fait, vu que Frankenstein, le roman, était libre de droit, ils pouvaient le faire. Par contre, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le masque de Boris Karloff ou ce genre de choses pour faire le film. D'accord. Voilà, parce que ça appartenait à Universal. Universal. Et comme ce fameux Frankenstein s'est échappé à cartonner, les studios Universal ont été associés, donc ils ont mis un peu d'argent pour faire les films, et surtout ils ont été distributeurs de ces films-là. Et c'est là qu'ils ont pu faire Dracula et toute une palette de films en collaboration avec Universal. Donc ils ont pu faire un film de loup-garou avec l'aide d'Universal dans la distribution. Ils ont même fait aussi le Fantôme de l'Opéra. Avec Universal, ils ont fait aussi la suite de Dracula, qui est Les Maîtresses de Dracula, qui est un film superbe. Je n'ai pas vu celui-là. Et tous ces films-là que j'ai cités sont réalisés par un seul et même homme, y compris La Nuit du Loup-garou, et c'est réalisé par l'immense Terence Fisher. Et Terence Fisher, c'est, à titre de comparaison, c'est le Hitchcock du cinéma d'épouvante. Ok, d'accord. Très clairement. Ouais. C'est, Hitchcock et le ça- suspense, et lui, c'est l'épouvante. voilà. Ça place la barre déjà très haut déjà. Ouais, non, mais, Ouais, non, mais ok. techniquement, c'est ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait qui comprenait. C'est le cinéma c'est le cinéma de pulsion. Mhm. Voilà. Son Dracula, avec Christopher Lee, c'est la pulsion. La pulsion de meurtre, la pulsion de sexe. Parce que même si c'est sous-entendu, mais c'est la première fois qu'on voyait vraiment un Dracula très érotique dans sa manière de s'approcher de ses victimes, etc. Son cycle Frankenstein, c'est de pulsion de meurtre, de pulsion de création, de pulsion de tout ce qu'on veut. Il a même fait aussi l'une des meilleures adaptations de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui s'appelle Les 2 visages du Dr. Jekyll, où il fait l'inverse, c'est-à-dire que quand Jekyll devient Hyde, Hyde est beau. D'accord, ok. Ah, il est beau. Hyde est beau, et Jekyll n'est pas moche non plus, mais le poids de la ville se ressent. Qui a inspiré après, bien plus tard, le réalisateur Jerry Lewis pour son Dr. Jerry Mr. Love. En fait, ça part de ce film-là, en fait. D'ailleurs, je risque d'en parler aussi, faire une petite comparaison avec le film dont je vais parler. D'accord. Donc voilà, mais si vous voulez vraiment découvrir Terence Fisher, tapez-vous tout le cycle Frankenstein. C'est vraiment passionnant. Parce que ça va au-delà. C'est vraiment ce cycle-là, c'est vraiment les films qui se concentrent sur non pas la bête, enfin la créature, Même. mais le docteur. Mm. On suit le docteur. Et ça, c'est vraiment passionnant. En plus, c'est Peter Cushing qui l'incarne et c'est génial. Parce que Peter Cushing n'est pas que Star Wars. Il a fait beaucoup de choses avant. C'est un des auteurs prolifiques de la Hammer, hein, d'ailleurs. Très clairement, oui, avec Christopher Lee. Christopher Lee un peu moins, parce qu'il s'était fâché un petit peu avec la Hammer. Parce qu'en fait, Christopher Lee, de base, ne voulait. Enfin, le premier Dracula se suffisait à lui-même pour lui, vu que, spoiler, il meurt à la fin. Donc ça allait. Et, J'ai spoilé. et après, il y a eu plein d'autres films Dracula, et en fait, ils l'ont fait revenir, mais bon, voilà. Mais ils sont très intéressants, ces Dracula aussi. Surtout les 3 premiers, ceux qui sont réalisés par Terence Fisher. C'est vraiment, ces 3 premiers-là sont vraiment intéressants, et Terence Fisher a influencé d'autres réalisateurs. Je cite en premier lieu John Carpenter. On sent que John Carpenter, il a bouffé du Terence Fisher. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et donc, Terence Fisher se lance dans ce projet-là, donc de l'adaptation, enfin, c'est une adaptation libre. Ils reprennent vraiment la trame principale du roman, mais il y a un petit truc. Mais non, pas du tout. Non, bah, non. C'est qu'en fait, en gros, à ce moment-là, la Hammer a fait construire des décors. Et les décors représentent un peu l'Espagne du XVIIIe siècle. C'était pour un autre projet de film. Arrivé là, le film ne se fait pas.
Mais il faut rentabiliser ce décor-là. Ouais. Donc en fait, au départ, Terence Fisher, lui, voulait réellement faire le roman, enfin l'adaptation du roman à Paris. Mais la Hammer lui dit non, c'est pas possible. Par contre, on a des décors d'Espagne du XVIIIe siècle, et chose que tu peux pas changer le lieu Ouais. et l'année. Donc en fait, en gros, le film se passe en Espagne au XVIIIe siècle, D'accord. avec des acteurs anglais. Totalement logique. Totalement logique. Et donc, ce film met en scène un certain Oliver Reed. Et Oliver Reed est très connu parce qu'en fait, il est très connu pour un film, surtout son dernier film, qui est Gladiator. Mais monsieur a fait, et je considère que c'est partie de ces films que je veux voir avant que je meure, il a fait un film il a fait un film maudit, c'est très clairement ça, il s'appelle Les Diables. D'accord. Qui est un film interdit. Interdit? La Warner Bros le bloque, c'est-à-dire qu'il y a certains copies Blu-ray, DVD qui sortent mais sous le manteau, c'est très compliqué de le voir. Les éditeurs essayent de l'avoir à tout prix, mais c'est un peu. La Warner le bloque. Pourquoi ? Parce que Les Diables, c'est de Ken Russell ou un truc dans le genre, je sais plus, je mettrai le nom du réalisateur, qui est très important d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé avec Oliver Reed. Oliver Reed incarne un prêtre, je crois. Et on est durant la Révolution française, ou je crois qu'on est durant la chasse aux sorcières surtout, un truc dans le genre. Et en fait, on voit une nonne qui, subitement, elle a envie de se taper le curé, très clairement. Et ça part en cacahuète. Tu veux dire qu'après, les enfants... Non, mais à la fin du film, il y a une orgie où des nonnes sont en train de s'amuser avec des crucifix. Ouais, j'ai entendu Faut parler que je de vois ça. ce film. Je veux le voir, mais apparemment, c'est pas que ça. C'est un film beaucoup plus intelligent et beaucoup plus passionnant que ça. Généralement, c'est Mais un film parti qui est intéressant. C'est un film maudit. Il y a certains cinéphiles qui l'ont vu, ils ont eu la chance de le voir, et qui disent tous la même chose, que c'est un grand film. Ouais. Mais voilà, c'est hyper dur à trouver. D'accord. Et la Warner le bloque. Ils veulent pas le ressortir en Blu-ray. Il faut essayer de voir si sur des sites, on va dire... bien légal. Oui, mais ça dépend quelle version tu auras. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions. Tu as la version censurée, mais à donf, et tu as la version non censurée. Charcuterie, Voilà. donc pas intéressant à voir. Et Oliver Reed, en fait, avant qu'il commence vraiment à se faire connaître avec surtout Les Diables, parce que c'est surtout ce film-là qui l'a fait vraiment entrer, et d'autres films avant et après, bien sûr, mais en fait, Oliver Reed a commencé à la Hammer. Mais vraiment, mais dans des figurations, des petits rôles. Hein. On le voit dans Les Deux visages du Dr Jekyll, on le voit. Il est limite en figuration, quoi. Il dit juste un mot. Un mot. Du coup, limite, il devient silhouette. On le voit bien parce que le Terence Fisher s'intéresse vraiment à lui quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Oliver Reed a un regard très particulier, très perçant. Ouais. Donc, et je trouve que le choix d'Oliver Reed pour incarner le loup-garou est un excellent choix. Parce qu'il a un regard très perçant. Il est vrai que, juste pour faire une petite aparté, c'est vrai que Oliver Reed, moi, c'est vrai que je l'avais connu comme beaucoup de ma génération, enfin de la vôtre aussi. Grâce à Gladiator, et puis c'est vrai qu'en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui aimait un genre cinématographique qui a disparu, qui s'appelait le KPP. Ah oui. Et que j'aimais énormément, donc moi j'en ai mangé tout, hein, que ce soit du Jean Marais, le Mystère de Paris, que ce soit le Bossu, que ce soit le Capitaine. J'aime beaucoup celui-là. Même des films un peu plus, Les Misérables, enfin tous ces époques-là. Et en effet, Oliver Reed, c'est ça ? Oui. Parce que je prononce mal les noms des gens en général. Mais ouais, ça a été pour moi le Athos de la trilogie qui avait été faite à l'époque avec Michael York, je crois que ça s'appelle, qui est Les Trois Mousquetaires. C'était une trilogie, c'était pas 2 films. En fait, il y en a eu 2 d'abord. Donc il y avait le premier qui s'appelait donc Les Trois Mousquetaires, en français comme en son titre original. Après, nous avons eu On l'appelait Milady, donc qui était le deuxième volet. Et donc lui s'était appelé en anglais The Four Musketeers, pour le dire, maintenant ils sont 4. Et en fait, plus tard, ils ont fait un des bouquins de Dumas qui est très peu adapté à l'écran, qui s'appelle Le Retour des Mousquetaires. Il a fait des thrillers pour la Hammer qui s'inspiraient un petit peu de la vague Psychose durant les années 60, qui sont super bien faits, Et je pense à Paranoïaque, où il a un rôle très important dedans, qui est un petit thriller façon Hitchcock, mais qui est bien fait, et qui est par moments même est plus terrifiant que
que l'original. Ce qui est assez surprenant. Ouais. Il y a une atmosphère un peu particulière. Et il a commencé avec la Hammer, et là, pour le coup, c'est vraiment son premier film en tête d'affiche. Ok. Vraiment. C'est tout le film pratiquement et sous ses épaules, enfin pratiquement. Et je vais citer alors c'est pas une actrice, c'est une gravure de mode. C'est Yvonne Romain. Yvonne Romain, qui est une femme magnifique, sublime même. Alors c'est son seul film. C'est une Hammer Girl. C'était à l'époque où la Hammer en fait avait créé une espèce de... Alors, c'est pas tout à fait des Playboys, c'est pas comme Playboy, mais il y avait cette idée de mettre en avant de très belles femmes. Est-ce que c'est juste par rapport à toute la partie Marilyn Monroe Non, pas du tout. Ouais, C'était pour le côté très érotique, Ouais, de la très chose. gentil et érotique. Hein. Oui, elle a un grand décolleté. Ouais, Et, c'est vrai bon. que dans cette époque-là, tout ce qui est Mick Loup-Garou était très Et souvent Yvan Romain est vraiment sublime, très clairement. Mais je ne dirai pas son rôle. Vous verrez le film. Non, parce que si je dis rôle, je Tu as dit qu'elle avait des décolletés assez... Enfin, comment c'est possible avec le code ACE qui était en place à l'époque? On est dans les années 60. 60, ça commençait. Ça commençait à être un peu plus souple. Hein. Ouais, mais le code ACE c'est fini en 64, 65, un truc comme ça, je vois. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, ces films-là n'étaient pas forcément considérés comme du grand cinéma. C'est vrai. Et c'était souvent interdit aux moins de 18 ans, interdit aux moins de 16 ans, à l'époque. Oui. Oui, les classifications ont pas mal changé. Donc depuis. en fait, ce qui fait que les mecs en fait pouvaient se permettre de montrer une femme avec voilà. C'est peut-être aussi un pied de nez au code ACE, peut-être. Oui, parce que ces films-là en fait, ils montraient ce que le cinéma de gros studios ne pouvait pas faire, donc du sang, un peu d'érotisme, de la violence. Et ces films-là, en plus c'est anglais, donc en fait ils pouvaient se le permettre en fait. Ouais. Donc c'était plus facile. The curse of the werewolf that was laid on a baby who grew into a man possessed by a monster. To this Spanish town, the night brought drinking and dancing, music and girls, and the moon. Ça raconte quoi? Dis donc. Alors, je vais le lire parce qu'en fait c'est hyper long, enfin je vais dire juste le début. En Espagne au XVIIIe siècle, le cruel marquis Sinistro humilie un mendiant pendant son repas de noces et le fait jeter au cachot. Il est rejoint des années plus tard par une servante sourde muette qui a eu le tort de repousser les avances du marquis. Rendu fou par la captivité, l'homme se jette sur la malheureuse et la V. D'accord. La jeune infirme parvient un jour à s'enfuir et meurt en donnant le jour à un fils, Léon, qui est adopté par un vieux professeur, Alfredo Carrido. Mais en grandissant, l'enfant se transforme en loup-garou quand vient la pleine lune et égorge des brebis pour boire leur sang. Devenu adulte, Léon ne s'est plus transformé grâce à l'amour et à la protection de Carrido. Le jeune homme décide d'affronter la vie avec courage et bonté, mais le risque de devenir un loup-garou est toujours présent. Voilà, ça annonce la couleur. Et j'ai choisi ce film parce que c'est un film qu'on ne cite pas assez dans les mythes fondateurs de Loup-Garou. Parce que, et on revient à ce que tu disais en préambule, c'est pas une morsure qui... C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et surtout aussi, c'est la toute première partie du film, elle est terrifiante. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la méthode un peu Hitchcock, c'est-à-dire qu'on suit d'abord un point de vue, le mendiant, qui va dans un espèce de village, il rencontre ce fameux marquis. Le marquis s'amuse, mais il ne le considère même plus comme un humain, il le considère comme un animal. Donc okay, c'est une lutte des classes. Dès le départ, c'est une lutte des classes. Ouais, c'est un petit peu à l'époque, c'était tout ce qui était galerie de monstres et autres, quand tu te baladais avec ce qu'on appelle ta curiosité avec toi. Non, mais il y a une scène frappante, c'est que le mendiant rentre dans le château, il dit bonjour, enfin, je voudrais avoir du pain, enfin, voilà, il demande l'aumône, et t'as même un des servants du marquis qui se met à dire casse-toi avant qu'il soit trop tard, casse-toi avant qu'il te voie. D'accord. Et malheureusement, le marquis le voit, il le fait rentrer. Et il le considère comme un animal. Il lui dit danse, il lui jette du poulet, mets-toi à quatre pattes et machin. Ouais, c'est la curiosité. Et c'est surtout une lutte des classes, en fait. C'est-à-dire, c'est le marquis qui est
supérieur au mendiant. Voilà. Et le mendiant est jeté au cachot, mais le marquis il l'oublie totalement. Et en fait, le mendiant, petit à petit, en vivant reclus, il devient ce que le marquis le considérait, une bête. Une bête. Parce qu'à un moment donné, tu le vois, il ne peut plus parler, il a une grosse barbe, il est sale, il est comme un animal. Et cette fameuse sourde-muette qui l'aide, en fait, elle travaille dans le château parce que son père est à la cuisine. Et en fait, c'est quand elle est... Et en plus, bon, je vais casser l'ambiance, mais quand elle est petite, c'est elle qui donne le repas au mendiant. D'accord. Donc il y a un lien, et au départ, le mendiant, lui, il voit la petite fille, mais il est encore humain, il a encore tu sais, ce côté, merci, c'est gentil, et voilà. Mais au fur et à mesure, il le met de côté, donc elle, la petite fille a grandi, elle devient une femme, et son père meurt, mais elle a continué à donner à manger à droite à gauche, dans le château. Et le marquis, qui lui-même est devenu un gros dégueulasse, hein, lui, il veut juste abuser d'elle. Ouais. En fait, c'est Yvonne Romain, la sourde-muette. Mais du coup, c'est joué par qui quand on est petite? C'est une autre comédienne. D'accord, ok. Et le truc, c'est que là, après, le basculement, c'est là. C'est que subitement, on quitte le point de vue du mendiant, et là, on arrive au point de vue de la sourde-muette. Ok. Qui est face au marquis, qui est un gros dégueulasse, qui la jette au château parce qu'elle ne voulait pas se laisser faire. Mais en plus, ils ne font pas attention, ils la mettent au château avec le mendiant qui est devenu totalement une bête. C'est dire qu'ils avaient carrément oublié le mendiant, quoi, en fait. Voilà. Et l'acte qui est suggéré, certes, mais qui fait son effet, évidemment, parce qu'elle subit malheureusement une attaque violente. Et ensuite, après, elle a réussi à s'enfuir. Mais elle est totalement détruite psychologiquement, elle est détruite parce que elle a souffert quand même. Et c'est à partir du moment qu'il y a ce répit-là, quand elle rencontre ce fameux professeur, qui l'aide, mais vraiment pas en toute humilité, il l'aide, il voit qu'il est en danger, voilà. Et en fait, quand il découvre qu'elle est enceinte, en fait, c'est là que ça arrive, en fait. C'est-à-dire que malheureusement, elle meurt en couche. Mais le compte, c'est qu'elle meurt, la naissance de l'enfant est le 25 décembre. D'après certains calendriers. Et en plus, il y a une femme qui est, on va dire, la dame de compagnie, on va dire, du docteur, dit j'espère qu'il va naître avant le 25. Et t'as le professeur, le docteur dit mais pourquoi pas le 25, ce serait un joli cadeau, tu sais. Ouais. Elle dit non, c'est une malédiction. Et en fait, elle meurt en couche. Et là, le point de vue change totalement. Le point de vue, en fait, on est avec le docteur qui prend soin de l'enfant, qui l'adopte même, qui le baptise. Mais quand il le baptise, il y a un truc qui se passe. C'est qu'il y a des événements un peu particuliers qui arrivent et le prêtre dit il faudra vraiment le protéger parce qu'il y a une malédiction qui est sur lui. C'est pas le gamin de The Omen. Voilà. Voilà. Et après, on suit les certaines choses qui se passent. Donc l'enfant, on voit un peu à un moment donné, on voit un enfant qui commence à avoir les dents là. T'as le docteur qui met des barreaux pour pas qu'il attaque. Et tu vois, en fait, et le prêtre lui dit au docteur, lui dit très clairement, si le seul moyen que cette malédiction peut-être disparaisse, c'est le véritable amour. Et durant son enfance, jusqu'à son adolescence et jusqu'à l'âge jeune adulte, il ne s'est plus transformé en pleine lune. En plus, c'est ça qui est bien, il ne se transforme pas toutes les nuits. C'est au moment de la pleine lune. Ouais, c'est plus comme voilà. Avant, c'était vrai. Voilà. Et le truc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, évidemment qu'il ne s'est pas transformé parce qu'il a eu l'amour du docteur, tu sais, qu'il le considérait comme son fils. Il a eu l'amour aussi maternel parce que la dame de compagnie le considérait comme son fils aussi. Donc, il a eu ce... Et le fait de vouloir affronter la vie, parce que c'est ce qu'il va faire, il y a un risque, parce que subitement, il va se confronter à quelque chose. Mais en plus, il va se confronter sur autre chose. Et c'est ça que le film est très intéressant là-dessus. C'est une lutte, encore une fois, des classes. C'est-à-dire qu'il va bosser pour un homme assez fortuné, et il va tomber amoureux de sa fille, de la fille du gars fortuné.
C'est encore une fois lutte des classes. Mais en fait, la femme l'aime aussi. Ouais. La femme l'aime aussi. Mais ils savent d'entrée. Et Ça en fait, montrait qu'ils sont pas du tout le même. ils font pas partie du même milieu. Côté Roméo et Juliette. Et c'est un côté très lutte des classes. Mais le problème, c'est que le gars, le jeune, donc Oliver Reed, veut, par exemple, il aime pas aller dans les bars, enfin dans des cavernes, dans les tavernes, pardon, voir les prostituées, etc. Et en fait, son collègue de boulot, qui devient son copain, parce que voilà, ils vivent pratiquement ensemble quand ils bossent, quoi. Il l'oblige, il lui dit viens. Mais en fait, ces pulsions de transformation, ces pulsions de bête reviennent à ce moment-là. Donc il y a une petite relation entre le côté sexe. Oui, et il est totalement, en fait, c'est même pas, on n'est plus, là pour le coup, on n'est même pas dans un film horrifique ou d'épouvante, c'est un drame. Maman a apporté les piles longue durée. Maman a apporté les piles, alors plus de télé. À partir de là, À partir de là, je vidéo, spoil, passer. voilà. Mais le truc, c'est que on va spoiler, mais après, voilà, vraiment, découvrez-le quand même, parce que c'est hyper... De toute façon, il fait partie des films que je veux voir, mais sauf que malheureusement, j'avais l'occasion de le voir il y a pas longtemps, sauf que cette occasion a disparu. C'est que, le film, en fait, fait en sorte de ne jamais de prendre son temps avant la transformation et avant le dévoilement du loup-garou. Il fait durer. Non, je vous montre pas tout de suite. Et je trouve que le titre français est plutôt bien choisi. Parce que la nuit du loup-garou, mais en fait, il se transforme réellement et concrètement qu'une seule fois. Ok, ah oui, donc il n'y avait pas encore les codes de avant la pleine lune et après la pleine lune. Tu pouvais encore avoir à peu près cette malédiction sur toi, mais moins violente. Alors, que le jour de la pleine lune. En fait, non, c'est que à un moment de la pleine lune. Ok. Et dans des circonstances particulières, s'il se sent en danger, s'il se sent pas aimé. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc il faut qu'il n'y a pas que la pleine lune. Là, il y a plusieurs. Il y a plusieurs cas de figure. Ce qui est plutôt intéressant. La première transformation qu'on ne voit pas, il la suggère, on voit ce qu'il fait, mais il est dans un bordel, il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien, et il y a la pleine lune. Et là, il y a trop d'éléments. Il y a trop d'éléments. Et la fin du film, là, c'est vraiment, il est à ça, il est en tôle. D'accord. Il est en tôle parce qu'en fait, ils ont découvert que c'est lui qui avait tué certaines personnes. Et lui, il dit juste à son père adoptif de lui dire le seul moyen que ça s'arrête, c'est une balle en argent. Une balle en argent, enfin, non, pas tout à fait en argent. Moulée à partir d'une croix. Comme si qu'elle était bénite. Voilà. Et le truc, c'est que dans le film, Oliver Reed dit très clairement le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est de me tuer. Il en est conscient. Mais la justice ne le croit pas. En disant oui, bon voilà, tu sais. Il y a ce côté de très, mais arrêtez un peu les bêtises et machin. Ah bah ça me rappelle quelque chose, tiens, ça me rappelle un peu le loup-garou de Londres. Ouais. Et le truc, c'est que dans le film, il y a cette passerelle-là, et en fait, t'as le prêtre qui dit il y a peut-être une autre solution, l'amour que vous avez pour la jeune fille dont vous êtes tombé amoureux, c'est réciproque, etc. Et lui, il est déjà défaitiste. C'est à l'époque où on devait, tu sais, il avait... Demander le consentement. Voilà. Il demande votre fille. Voilà. Et encore, tu sais, ça part de lutte de classe, ça part de malédiction, etc. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il veut se contrôler, il est au cachot. Il supplie. Et Oliver, il est génial parce qu'il a, tu sais, il a cette empathie, mais il souffre. Tu sais, c'est pas... Il demande de l'aide à chaque fois en disant aidez-moi, trouver une solution. Et en fait, c'est à partir de la dernière nuit, justement, il y a la pleine lune, et ça part. Et on le voit un petit peu, mais je montrerai plus de photos sur le côté. On a la fin sur ce... dedans. Voilà, il ressemble à ça. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, le maquilleur s'est inspiré, et je trouve que c'est l'un des plus beaux maquillages de loup-garou, s'est inspiré énormément de La Belle et la Bête de Cocteau. Déjà, c'est vrai que quand tu en parlais, et que juste avant mon prélude, tu m'as dit c'est bien que tu cites Cocteau, et que là, quand je t'en ai parlé, j'étais on laisse, mais rapidement, en effet, j'ai vu, même quand tu parlais juste d'amour et autres en général, avec la bête, rapidement, en effet, je revoyais plein d'images de Cocteau en tête, moi, du coup. Voilà, regarde, tu vois la chemise blanche, le côté
qui me rappelle énormément Jean Marais quand Voilà. il revient de la chasse. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux maquillages de loup-garou, parce que cet aspect un peu blanc, je trouve ça hyper intéressant. En plus, ça met en valeur vraiment l'expression de l'acteur. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. Ça détruit pas son regard, etc. C'est vrai que beaucoup de films. Et le truc, c'est que il arrive à s'échapper de prison, donc il tue le mec qui était avec lui en prison, même de il fallait pas être là. Ouais, Il tue les gardiens, il veut s'enfuir, il y a les villageois qui commencent à paniquer de partout. T'as son beau-père, enfin son père adoptif, qui lui comprend que la situation, elle est désespérée, donc il est obligé de le faire. Il est obligé de le tuer. Le père adoptif et la femme qu'il aime, en plus qu'ils le suivent et qu'ils essayent de le raisonner, il n'y arrive plus, il n'est plus là. Donc là, on part sur une adaptation vraiment de The Wolfman de Lon Chaney, qui était un peu dans le même délire vers la fin. Et en fait, il le tue dans une église, en haut d'une horloge d'ailleurs. C'est le bruit de l'horloge qui le perturbe, il le tue. Mais en règle générale, dans les films de loup-garou, quand le personnage quand le loup-garou meurt, il se retransforme en humain. Ouais. Dans cette version, il ne se retransforme pas en humain. Ah, alors ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir y revenir aussi à ça dans un film très très récent. Et c'est ça que j'ai trouvé super super intéressant, c'est le fait il ne se retransforme pas en humain. Du coup, l'être humain n'est plus là, en gros. L'être humain n'est plus là. L'être humain. Mais voilà, ce film, je trouve que c'est l'un des plus grands films de loup-garou. Pourquoi ? Parce que ça part pas que de la bête en règle générale. Ouais. Ça part de la malédiction, de lutte de classe, de conflits. Il y a un peu, il y a un peu de tout quoi. Là, on sent qu'il y a même quand on parle, on sent qu'il y a un peu une profondeur des personnages. La lutte des classes, c'est pas ce qu'on pourra en parler aussi après de plein de films d'horreur, de loup-garou très récents qui m'avaient un petit peu énervé justement parce que ça tournait que sur par exemple une lutte de classe ou un truc social, mais tout le film tournait que autour de ça. Non, et là ça donnait. Alors que là on sent que c'est pour approfondir les personnages. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout parce qu'en fait on sent très bien que qu'Oliver Reed dans le film, quand il veut affronter la vie et vivre, il est plein d'optimistes d'une certaine manière. Il s'en fout de faire partie à telle ou telle classe. Lui, c'est travailler et voir ce que la vie lui réserve. Voilà, et en plus, il trouve l'amour. Malheureusement, c'est que ça bloque, mais il le cache quand même. Il vit son histoire. À un moment donné, même, il dit à la jeune fille, viens, on s'en va. Parce qu'il sait que... D'accord, il y a un enfant qui est en train de se transformer en loup-garou, je pense. Il sait que s'il reste trop longtemps là et s'il ne parle pas avec elle, ça va mal finir. Ouais. Il en est conscient. Il y a même une magnifique scène où il est à ça de se transformer. Il demande à l'aide. Il regarde la pleine lune, il a peur. Et en fait, il ne se transforme pas. Pourquoi ? Parce que la femme qu'il aime a entendu ses cris, elle est venue le voir, elle l'a calmé, il ne s'est pas transformé. Pourquoi ? Parce qu'elle est venue réellement avec ce sentiment d'amour vrai, c'est-à-dire je suis avec toi. Et il ne s'est pas transformé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il comprend que la seule solution pour pas que ça revienne, c'est de rester avec elle. Même, c'est dès le départ, on sent que Terence Fisher, il fait une note d'intention dès le générique de début. Parce que le générique de début, c'est, tu vois en gros plan les yeux du loup-garou en pleurs. D'accord. Dès le début, ok. C'est, le générique de début, c'est juste ça. C'est un loup-garou le loup-garou qui a les larmes aux yeux, il y a une larme qui coule. Dès le départ. Faut vraiment que j'arrive à voir ce film. Et franchement, voilà, je vous conseille, c'est une petite pépite vraiment intéressante. Il est ressorti en coffret Blu-ray dernièrement, c'est les mêmes éditeurs, c'est Elephant Film. Et ils avaient sorti il y a... ça remonte. Il y a 5-6 ans, je crois, un coffret... soit DVD ou Blu-ray. Et là, cette fois-ci, ils ont ressorti leur coffret, donc il y a celui-là dedans, ainsi que Le Fantôme de l'Opéra et Les Maîtresses de Dracula, entre autres, et plein d'autres films qui sont hyper intéressants. Ils les ont ressortis dans un beau coffret Blu-ray, bon, qui coûte un peu cher quand même. Comptez au moins 110 balles. Je sais pas s'ils vont les vendre à l'unité, je pense qu'à un moment donné, ils vont les vendre à l'unité. Ce qui peut être cool pour ceux qui n'ont pas soit le coffret DVD, soit le coffret Blu-ray. Moi, j'ai les deux. J'ai le coffret DVD. Mais on m'a offert ce Blu-ray là, donc je le garde parce que
C'est une belle affiche et c'est cool. Et voilà. Et en plus, voilà, c'est des petites pépites que la Hammer a produites. Et franchement, voilà, je vous invite à découvrir ce film particulier qui rend hommage, mine de rien, à un film français, Cocorico, qui est La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Surtout pour l'aspect physique du loup-garou. Et c'est du Terence Fisher, donc voilà, il faut voir. Donc, mais je vous le prêterai, messieurs, parce que je pense que ça vous intéresse. Oui. Oui. Et ben, je vais vous le prêter. Help me! Get away! Get away! Get away! No! Après les années 60, on va arriver à un entre-deux aussi, mine de rien. Ouais. Nous arrivons dans les années 90 Ouais. avec le film choisi par Kevin, qui Oui. est... Alors Wolf est un film, c'est un film américain sorti en 1994, réalisé par donc Mike Nichols, comme je te l'ai dit. Mike Nichols, c'est entre autres le réalisateur de Qui a peur de Virginia Woolf, de Lauréat, et récemment Closer entre adultes consentants avec Natalie Portman et Julia Roberts, qui est décédé en 2014. J'ai été mordu par un loup. Tu as dormi toute la journée. Comment tu te sens? Je me sens... bien. Je ne croyais plus trouver un homme bien qui me regarde comme tu me regardes. Tu ne sais pas si je suis un homme bien. Donc Wolf, en fait on suit Will Randall qui est un éditeur de livres en fait, qui pendant qu'il rentre d'un rendez-vous dans le Vermont, je crois, il rentre sur une route bien enneigée en pleine nuit et il se met à percuter un loup et il se fait mordre par le dit loup. Et au fil les jours passent et il va se sentir différent d'habitude. Il va se sentir mieux, tandis que dans sa vie, ça va pas forcément. Lui, physiquement, va mieux, mais dans sa vie, ça part un peu dans tous les sens, parce que il se fait d'abord virer, puis il apprend que sa femme le trompe. Mais en même temps, il va faire la connaissance de Laura Alden, qui est la fille de son patron. Donc Raymond Alden, joué par Christopher Plummer. Laura Alden, qui est joué par Michelle Pfeiffer. Et du coup, il va se transformer petit à petit en un loup-garou. J'ai découvert ce film grâce à Julien, parce que c'est lui qui me l'a fait voir. Et j'ai voulu en parler parce que déjà, je le trouve vachement intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et parce qu'aussi, il traite le loup-garou d'une manière très différente de ce qui avait été fait jusque-là. Puisque c'est dit par un personnage qui est un professeur. Lui, en fait, il va pas forcément il va pas vivre ça totalement comme une malédiction, du moins pas au début. Puisqu'il va vraiment se sentir mieux, il va avoir par exemple plus de cheveux, il va se sentir vraiment comme il le dit lui-même. Il va rajeunir de 20 ans quoi, en fait, en gros limite, et ses sens vont se développer. Et ça va faire ressortir une certaine personnalité, parce que dans sa vie, il le montre comme quelqu'un de très gentil avec ses employés. Notamment quand il est menacé d'être viré, ses employés veulent partir avec lui, mais il leur dit ne partez pas, je sais que vous avez besoin de l'argent, du travail, tout ça, donc ne le faites pas, surtout si je suis viré, ne faites pas de bêtises, continuez de garder votre travail. Du coup, c'est une certaine sauvagerie qui va ressortir en fait. On va pas le voir vraiment se transformer en loup-garou, du moins pas jusqu'à avant la fin. On va le voir se transformer en une espèce de un peu entre les deux en fait. Il va avoir les dents,
comme des pattes en fait au niveau des joues. Mais il va garder quand même un peu sa personnalité parce que notamment il y a une scène où il se fait racketter par des mecs qui veulent son argent. Et il leur Par des parle- bandits. Totalement, des bandits de grand chemin dans un parc. Ah bah, c'est une banlieue. Des bandits de grand chemin de banlieue. Et du coup, en fait, il se fait agresser. Mais en même temps, il leur parle normalement, quoi. En fait, c'est limite, il les provoque pas, en fait. En mode, ouais, vous voulez de l'argent, bah attendez, je dois avoir $1000, combien vous voulez? 5, 10, 5 $, 10 $. Et du coup, en fait, ça fait vraiment ressortir une certaine personnalité, ça fait ressortir, en fait, un côté un peu, allez, maintenant je fonce dans le tas, maintenant je prends des risques. La bête, en gros, comme il le dit à un moment donné dans le film, la bête s'est réveillée et elle va mordre. Du coup, comme il va se transformer, il va agresser des gens ou... clairement, il va agresser des gens et par légitime défense, mais pas que. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler de ce film parce que vraiment, ça ne traite pas exactement le loup-garou comme une malédiction. T'as même carrément le docteur qui va voir, qui est spécialisé là-dedans, qui lui demande carrément mordez-moi s'il vous plaît. Enfin, moi je suis en train de mourir, donc mordez-moi pour que je puisse être mieux. Enfin, c'est comme si ça lui redonnait une nouvelle jeunesse, une nouvelle santé, quoi, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est très rare, même si bon, il y a quand même un petit côté un peu malédiction parce que du coup il a peur de faire du mal aux autres. Et parce qu'en plus il est aussi en conflit avec un de ses anciens protégés qui en fait limite le poignarde dans le dos parce qu'il négocie avec son patron pour avoir son poste à lui. Donc, et c'est aussi l'amant de la femme de Randall. Et du coup il va y avoir une guerre entre les deux. Et du coup le côté bestial va ressortir. Et enfin voilà, il y avait aussi du coup je voulais aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, je voulais mentionner Dr. Jerry et Mr. Love, parce que dans le film Dr. Jerry et Mr. Love, quand Jerry Lewis se transforme en Buddy Love, il passe par une phase de transformation qui est très très... Qui détonne avec tout le reste. ouais, et puis qui est très loup-garouesque en fait, Oui. en fait, puisqu'il a Ça des... fait très... Oui, Dans le film, dans le Dr. Jerry et Mr. Love, Je crois que de Jerry Lewis. Oui, la première scène de transformation, elle est à la limite de l'horrifique, Ouais. à la limite de l'épouvante, ouais. La musique, t'entends son cœur battre, ça fait pom 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 pom. Et tu vois sa transformation, bon, à un moment donné, il désamorce, mais le début de transformation, t'as l'impression qu'il va se transformer en loup-garou. C'est fort le côté bestial qui ressort en fait. Oui, Ce qui est le cas d'ailleurs dans le film Wolf, parce que c'est un truc aussi d'ailleurs que dit le professeur qui va voir, c'est que ça fait ressortir de la personnalité profonde et le loup n'est pas mauvais si la personne n'est pas mauvaise. Donc ça c'est un truc, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'une morsure, même si c'est le point de départ, pour se transformer. Ce qui justifie la fin d'ailleurs, que toi-même tu t'es demandé, Julien, comment ça se faisait. moi j'ai plusieurs théories sur la fin, hein, parce que bon, et du coup en fait, un acte sexuel qui s'est passé entre deux. Cette phrase-là l'explique, du coup, cette phrase-là l'explique, il n'y a pas forcément besoin, ça peut être la passion pour un loup qui fait ça, la passion pour un loup qui fait ça. Donc vraiment ça traite vraiment différemment de ce qu'on avait pu voir jusque-là. C'est pour ça que c'est un de mes films préférés. Et c'est un très bon film, hein, d'ailleurs. Et ça a connu quand même une production assez chaotique à certains aspects, parce que ça faisait le scénariste du film, le scénariste principal du film, qui s'appelle Jim Harrison, je crois, qui est un auteur qui est notamment l'auteur du roman Les légendes d'automne. Donc le film qui a ensuite été adapté avec Brad Pitt.
Oui, oui. Donc c'est un auteur à la base, qui est d'ailleurs le film Wolf est sa dernière expérience à Hollywood, parce qu'il a été tellement dégoûté, parce que il s'est embrouillé avec Mike Nichols pour des différents créatifs, hein, forcément le trope habituel du différent créatif. D'ailleurs, Jim Harrison dit clairement Mike Nichols a pris mon loup-garou et en a fait un chihuahua. C'est exactement ce sont ces mots. Hein. Et du coup, ça fait depuis 69 avec le soutien de Nicholson, parce qu'ils étaient très amis, qu'il essayait de mettre en place le film. D'où le fait que Nicholson ait le rôle principal, parce qu'il était vraiment très très attaché au projet. Et Nicholson en 94, il avait déjà quand même. Il avait une grosse carrière, et puis il avait quand même beaucoup de poids à Hollywood, quoi. Et du coup, en fait, Mike Nichols avait engagé le scénariste Wesley Strick, qui avait entre autres fait des réécritures sur Batman Returns, notamment. Les maquillages, parce qu'il faut parler aussi des maquillages, parce que tout est vraiment lié en fait, parce qu'on a parlé du loup-garou de Londres. C'est Rick Baker qui a fait les maquillages. Ça se voit. Donc certains critiquent quand même le maquillage parce que par rapport au niveau de Rick Baker, certains disent que c'est vraiment presque le strict minimum quoi en fait. Après vu le sujet, moi je comprends. Puis je pense même, je dirais qu'il allait pas se répéter non plus. Non, et puis voilà, c'est surtout, Et puis je trouve qu'il y a quand même une évolution du personnage au fur et à mesure du temps. Oui, totalement. Puis voilà, l'idée c'était pas de le voir en loup-garou total quoi en fait. Non, c'était de le faire surtout à la fin. Fallait quand même le garder, il fallait quand même lui faire se c'est cohabiter progressif. Oui, puis ça permet de faire cohabiter le côté humain et le côté bestial quoi en fait. Il y a les deux en fait, c'est les deux. Deux âmes qui s'affrontent. Voilà, les deux trucs, voilà, exactement. La dualité. Merci. Et voilà, du coup, moi c'est vraiment un film qui m'a intéressé. Il y a eu apparemment aussi quelques reshoots, notamment à la fin, mais juste pour un plan. C'est que Nicholson saute par-dessus une remorque, parce qu'à un moment donné, à la fin, il est enfermé. Donc il saute par-dessus la grille d'un enclos. Ça, c'est un reshoot qui apparemment a coûté $700,000. Juste le reshoot. Oui. Wow. Et pourquoi le reshoot de ce moment-là? Alors, parce qu'apparemment, il n'y avait pas assez d'action, d'après ce que j'ai lu. Ah d'accord, donc ils voulaient rajouter de l'action sur... Projection Test disait qu'il n'y avait pas assez d'action, qu'ils ont rajouté ce plan-là. En même temps, le film de base se veut pas comme un film d'action, mais plus comme un polar. Après oui, mais à la fin oui, forcément à la fin il y a une baston. Et d'ailleurs, petite anecdote qui est assez amusante sur la fin, c'est que Mike Nichols voulait à un moment donné à la fin que Michelle Pfeiffer porte un sweatshirt avec une capuche rouge. Les petits chaperons rouges. Ce que Michelle Pfeiffer a refusé parce qu'elle trouvait que ça aurait fait du mal à la crédibilité du film en fait. Oui, j'avoue qu'elle a totalement eu raison. Parce qu'il y a des moments, c'est ça, alors c'est quoi, c'est le scénariste qui a voulu ça de base ou c'est... Non, je crois que c'est Mike Nichols qui avait voulu ça. Ça fait un petit peu comme quand tu écris une histoire, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a une histoire que tu écris et tu veux tellement rajouter dedans, sauf que tu fais pas gaffe et que tu rajoutes le petit truc qu'il faut surtout pas mettre dedans. Et heureusement, t'as des gens qui te le disent à côté. Tout en sachant que ça colle pas par rapport à leur relation qu'ils ont eu tous les deux. Bah voilà, je veux dire, ils ont plutôt une belle histoire d'amour grandissante. C'est pas un prédateur c'est ça. envers elle. Non, pas du tout. Justement, il a peur de lui faire mal. Voilà. Mais elle fonce limite, c'est limite elle fonce dedans en fait. Mais c'est Michelle Pfeiffer. La scène où c'est Michelle Pfeiffer. C'est Catwoman, bordel de merde. Avec le Joker. Avec le Joker en plus. D'ailleurs les deux avaient déjà joué ensemble avant, d'ailleurs les trois, parce que l'inspecteur de police qui enquête sur le crime a aussi joué dans le film Les Sorcières d'Eastwick avec Michelle Pfeiffer et Jack Nicholson. Un film de George Miller, réalisateur de Mad Max. Nous avons vite fait aborder dans une autre vidéo sur George Miller. Après, je sais pas si tu l'as dit, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le film a deux aspects différents. C'est-à-dire qu'au début, on a toute une première partie qui est plutôt centrée sur le personnage de Will. Oui. Et après, on a une deuxième partie où là, on a quand même une affaire policière qui vient se mettre en place. Justement, c'est ça. C'est du coup l'affaire policière. C'est ça qui fait que, en fait, on traite tout le début comme un don. Ça, c'est limite un don. C'est une bénédiction en fait d'avoir été vendu. Et ensuite il y a l'affaire policière et là c'est une malédiction. Parce que en plus il retrouve lui il se souvient même pas de ce qu'il a fait, mais à un moment donné il retrouve quand même des doigts des mecs qui l'ont agressé, dans sa poche il retrouve les doigts des mecs.
c'est là qu'il commence à paniquer et que du coup, il y a vraiment le rapprochement avec Michel Pfeiffer du coup, pile à ce moment-là. Maman a apporté les piles longue durée. Maman a apporté les piles, alors plus de télé. Théorie de fan, hein, donc ça n'a pas été confirmé ni quoi ni qu'est-ce. Hein. C'est que ça serait que le loup-garou qui aurait mort du Jack Nicholson serait Michel Pfeiffer en fait, qu'elle aurait été le loup-garou depuis le début. Je sais pas d'où ils sortent ça. Je l'ai pas vu venir celle-là. Je sais pas d'où c'est sorti exactement, pourquoi, enfin qu'est-ce qui les a amenés à penser ça, si ce n'est la fin, mais bon, ça me semble quand même tiré par les cheveux. Puisque surtout que le docteur, il en parle que, en gros, carrément, il est en train de se transformer en loup, qui va devenir un loup. Donc, mais pour moi, une fois que t'es un loup, Tu peux plus revenir en arrière. Oui. T'en as qui cherchent des théories et tout ça, c'est quand même très non, je pense compliqué. juste que les deux personnages en fait se rencontrent, il y a une passion qui naît entre eux. Comme le dit le professeur. Et voilà. Puis même la fin, c'est un. Ouais, et puis. C'est un arc narratif, quoi. Voilà. En plus, c'est le personnage de Michel Pfeiffer qui est intéressant parce qu'elle adore les animaux, clairement. Elle est montrée comme. D'ailleurs, elle devait être vétérinaire à la base, dans le scénario de base. Moi, ça aurait été un peu trop là. Ouais. Que ce soit la fille de son patron, c'est bien, limite on revient un petit peu indirectement au cas social qu'il y avait dans le milieu. Mais d'ailleurs, ça a failli ne pas être la fille du patron, parce que normalement, ça devait être. Le patron devait être. À la base, il avait été écrit comme le frère de Michel Pfeiffer. Il devait être joué par Mick Jagger, pour cette info. Ah ouais. Ah, je savais pas ça. Mais ils ont changé ça pour en faire le père, et du coup, Mick Jagger n'était plus adapté au personnage, Oui, ils l'ont remplacé par Christopher Plummer. Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que lui, Will, en fait, il y a aussi un rapprochement entre les deux, parce que t'as Will qui est hyper gentil, tout ça, et qui presque limite une carpette au bout d'un moment, parce que quand il se fait virer, c'est limite, il a même pas l'envie de dire à son protégé qu'il l'a trahi, en fait, quoi que ce soit. Et puis t'as Michel Pfeiffer qui, elle, s'ennuie carrément dans sa vie, avec... sa vie, clairement, elle est pas épanouie dans sa vie, quoi, en fait. Donc il y a un rapprochement entre les deux, quoi, en fait. Les deux s'attirent, il y a vraiment une... Il y a une notion de désir. Oui, c'est ça. Aussi. Parce que le film parle de désir aussi, dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens qu'il y avait vraiment une tension érotique entre Jack Nicholson et Michel Pfeiffer. Ah la scène où elle le détache du radiateur, clairement c'est... Il y a clairement c'est clairement vraiment sous-entendu sexuel. Hein, oui, c'est bien ce que... dans mes grosse tension sexuelle entre les deux, hein, ça, à ce moment-là. C'est dans mes souvenirs. Et je veux juste aussi dire un petit mot sur la musique, parce que c'est quand même pas n'importe qui a fait la musique du film. On a quand même Ennio Morricone, quoi. Oui, c'est rien. Juste Ennio Morricone, quoi. Juste ça, donc rien que ça. D'ailleurs, pour l'aparté, quand j'ai fait voir, parce que du coup je savais pas, c'est que en fait tu en avais parlé par exemple dans la journée, on arrivait en salle de montage, et puis quand moi je savais qu'elle allait arriver l'émission de Garou, j'ai essayé de lui en faire voir. Et là, d'un coup je me dis, mais attends Julien, Peter, tu essaies de lui faire voir des films de Garou à côté, et je fais, mais t'as ton film préféré, et là tu fais pas voir, j'ai Man Wolf. Et elle dit, mais Jonathan m'en a parlé tout à l'heure. Du coup je fais, on le voit et tout, puis à ce coup moi c'est vrai que je prenais pas trop attention à qui faisait la musique, et puis j'ai essayé de vendre un peu le film en lisant mon truc, et je fais, regarde la musique. Et là, comme un débile, parce que moi vous me connaissez, j'ai du mal à retenir de temps en temps certains noms, et du coup je lui dis que ça, je fais, oui, la musique a été faite par certains Ennio Morricone, et alors là ça a fait tilt dans sa tête. Certains un certain. Pour moi c'est limite c'est l'animer le film. Ça c'est pas que pour moi, c'est juste un des meilleurs compositeurs de toute l'histoire du cinéma, hein, ça on va pas se mentir. T'en as, c'est les acteurs, ils veulent savoir quel acteur est dans le film pour regarder le film. Lui, directement, il fait la musique, paf, mais tu savais que Ennio Morricone a fait des beaux films pour des films de merde. Ah oui, je sais, non mais c'est pas le truc qui m'a... T'as de la chance, ça. C'est pas le truc qui m'a poussé à le voir, hein, parce que j'étais quand même curieux, parce qu'il y avait quand même Nicholson, il y a Michel Pfeiffer, il y a Matt C'est comme ça que j'ai découvert, moi, Michel Pfeiffer. Je l'ai pas découvert avec Batman, moi oui. J'ai découvert d'abord ce film-là, et après moi je l'ai découvert avec Lady Hank. D'ailleurs, elle est très attirée par les... T'as jamais vu Lady Hank? Non, ça me dit rien. C'est avec Michel Pfeiffer. C'est trop bien. Oui, Richard Donner. Michel Pfeiffer a été ma première amoureuse ado, vraiment. Enfin, non, alors, c'est un peu mensonger parce qu'avant j'avais Michel Mercier. Mais Michel Mercier, c'est parce que c'était ma belle Angélique des films. Moi qui ai toujours été attiré par les blondes. Alors voilà, donc rapidement, après Michel Pfeiffer, c'était en mode waouh.
Et après, j'ai découvert sous plusieurs facettes, parce que moi, avant même que je regarde la version toujours Batman, je l'avais découvert dans d'autres facettes avec un film de Robert Zemeckis que j'aime bien, quoi jouer avec Harrison Ford. Donc, Apparence. Apparence en français, mais je crois que ça s'appelle pas comme ça en anglais. Je Je crois que c'est un nom à 3 The mots. Apparence. Non, c'est un mot vraiment à 3 noms, ça n'a Ouais, rien à voir. Je mais crois que ça parle Apparence, du c'est- mensonge, il me semble. Ouais, il est pas mal, Apparence. Oh, bah, Ouais, C'était pas mal, ouais. Bah, Ouais. pour avoir été carrément parodié dans un Scary Movie. Oui, ouais. Et Michelle Pfeiffer a quand même un truc avec les animaux parce que elle tombe amoureuse de Jack Nicholson qui est un loup-garou dans Wolf. Donc un loulou. Elle est amoureuse de Rutger Hauer qui est un loup-garou dans Lady Hawk. Oui. Elle tombe amoureuse de Batman qui est une chauve-souris. Sa fille qui est jouée par Chloé Grace Moretz dans Dark Shadows est un loup-garou. Oui, c'est vrai, oui. donc- vrai. Oui, c'est vrai ça. Mais Bah l'histoire oui. continue. Il y a un pattern en fait, j'ai l'impression. C'est vrai. D'ailleurs, un petit côté féline à la toute fin d'ailleurs. Oui. Ah, bah c'est ce qu'on aime bien chez elle. On verra. D'ailleurs, en plus, déjà qu'elle a des yeux incroyables déjà de base. Voilà, Michel alors, Pfeiffer, regarde, ouais, alors, à la fin, un ouais, regard c'est- très perçant. Donc, Très Ouais. je trouve, d'où le fait qu'elle a été choisie aussi. Hein. Oui, oui, clairement. Bah, Ouais. et aussi ça, et puis parce qu'en fait, c'était pas le premier choix, c'était. Ça devait être. Enfin, ils avaient proposé le rôle à Sharon Stone, qui a refusé, et Michelle Pfeiffer, j'aime bien, c'est qu'elle a dit qu'elle avait accepté le rôle. Stone. Déjà parce qu'elle voulait tourner avec Nicholson, avec qui elle avait déjà tourné avant, et avec Mike Nichols. Parce que, C'est Mike Nichols, mine de rien. Et aussi parce que ça lui permettait aussi de faire un rôle contemporain, parce qu'elle n'avait pas arrêté de faire des rôles d'époque, en fait. Notamment dans les Hawk, où elle portait des corsets, des perruques, Oui, des c'est trucs vrai comme que ça. ça, oui. Ah, bah souvent ça peut. Oui, Même, quand- par exemple, avec T'es Batman, cantonné elle était qu'à en un seul costume, genre de en fait, rôle, donc, ça peut vite fait. Ouais, dans les Batman, elle a porté un costume. Là, Donc là, ça lui permettait permettait d'avoir un costume personnage plus. Ça lui permettait d'avoir un personnage plus classique. Ouais, Et plus humain du coup peut-être. Oui. plus humain, ouais. Ouais. Mais qui aime bien les poilus. Mais pas du tout. Alors, moi, dans je l'ai vu il y a très longtemps, je l'ai vu gamin. Ouais, gamin ado. Ouais, moi j'étais Et- primaire quand il passait à la télé. Ouais, moi aussi. Et moi, le seul truc je l'ai déjà dit, mais la seule chose qui m'avait, c'était le côté très érotique. C'était ça Ouais. qui m'avait, voilà, surpris. Mais je ne m'en souviens plus de la fin. Je me souviens plus de La la fin, fin. si on est toujours dans le mode spoiler, on peut te Vas-y, te le vas-y. dire, hein, la fin. Donc, du coup, on a. Enfin, on va partir du moment qu'il y a la bataille entre les deux loups-garous. Oui. Donc, Déjà, qui- oui, parce qu'il y a deux loups-garous à la fin. Voilà, qui dit, c'est vrai qu'on est arrivé, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'est vrai qu'on est arrivé à une époque où on aime bien dans beaucoup de films, d'ailleurs dans le film que j'ai choisi aussi, il y aura ce cliché-là. C'est-à-dire on est arrivé à une époque où on aime bien à un moment donné avoir ce combat entre deux loups-garous. Oui. Et ça se reverra beaucoup dans beaucoup de films après. Une certaine dualité, quoi, en fait. Certaines dualités, donc du coup on a ça. La entre- méchant et la gentille gentil. loup-garou. Voilà, donc du coup évidemment c'était inévitable hein, dans ce film qu'il y ait ce combat. Vu les événements, son petit protégé qui lui fait plein de coups foireux, Mhm. évidemment, à la fin, c'est. Alors, je dirais pas qu'on voit le twist venir non plus, mais ça m'a pas surpris quand on l'a su. Oui. On en est à- Ah, quand tu vois la scène au commissariat, tu Au comprends commissariat, tout, voilà. c'est- Et en plus, ça, et quand on se rappelle d'une scène qui se passait avant où il le mord. Oui. Donc, donc Le à la fin, on a protégé. cette dualité. Le protégé devient loup-garou Voilà. aussi. Il y a un Il y a combat avec. dualité, voilà. Et donc, du coup, le protégé se fait donc tuer par Nicholson. Michel. Et ça Non, Michel Pfeiffer, c'est- Michel Pfeiffer, oui, ça c'est rejoint ce qui, Voilà. ça rejoint ce que disait aussi le professeur. Quand la personnalité de base est Mauvaise, gentille, le ouais. loup est gentil. Quand Ouais. la personnalité est mauvaise, Ouais. voilà. Ouais. Du coup, on a. Ouais, et Oui, du coup, ok. ça, on a ce. Donc, Et ce film, en fait, le film termine par le fait que Michel Pfeiffer devient loup-garou. D'accord, c'est ça. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, elle Comme tue, un- elle tue le méchant. Mm. D'ailleurs, Comme- pas de balle d'argent, il n'y a pas ce délire là dedans, ça c'est Mm. cool. Et, il peut mourir, il est pas. Parce que c'est vrai qu'après, on. Il est on pas parle, il est pas voilà, invincible. pas Quoi. invincible. Et en effet, Jack Nicholson qui lui, par contre, là, voit que sa transformation est devenue très très. Bah là, Avancé. il, Qui est en plus avancé, enfin, ouais. il est carrément transformé totalement. D'ailleurs, hein. c'est ma préférée, c'est mon préféré. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours adoré les héros, vraiment, ce côté-là. Et du coup, bah là, il se barre en forêt. Donc, les flics arrivent. Et là, c'est là qu'on voit qu'elle aussi, elle commence à. Parce qu'on a un running gag dedans qui revient. C'est-à-dire qu'au début, on a Jack Nicholson, la première fois qu'ils sont ensemble, il a les ouïes, comme il disait, comme un peu un super-héros Ouais, qui au début ouais. il arrive. C'est sans, Et les ouais, ouïes, on- c'est sans développer, qui dira même à son collègue putain, comment tu peux mettre de la tequila dans ton café le matin. Tu bois pas de café le matin. Voilà, tu vois, tu dis, con, c'est ça. Enfin, Mm. et à la fin, on a le même délire avec le flic, en mode, est-ce que vous voulez encore une vodka tonique flic. D'ailleurs, qui peut peut-être dire qu'au final, les flics, pourquoi ils sont un petit peu à la ramasse, peut-être qu'ils boivent un petit peu trop, peut-être. Et en effet, pour moi, c'est ça, c'est on voit Jack Nicholson qui court, qui retire ses habits, Mhm. et après, on le reverra seulement en mode loup, Mhm. et moi à la fin, et on verra, pour moi, c'est comme si que Michel Pfeiffer le rejoignait en fait.
C'est vrai qu'à la fin on a l'impression qu'elle marche, mais où on sait pas, ça reste toujours fixé sur elle pour qu'on voit ses yeux de loup à la fin. Et qu'on voit juste une dernière moment, donc Will, qui vraiment, là on voit autour de lui, c'est tous les poils arrivent, et là on voit un loup qui hurle, et puis là on finit avec les yeux de Michel Pfeiffer dans le noir. D'ailleurs, j'aime beaucoup, c'est que tu vois les yeux qui. Enfin, t'as un écran noir et puis t'as encore les yeux qui sont encore. C'est si bon d'être une bête. Je te fais peur. Et on mange des bonbons, ouais. Les bonbons, c'est la vie. Et on boit de l'eau aussi. Et on boit de l'eau. C'est quel l'eau. C'est bon, l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais. Dame. Après Wolf. Ah bah là, ça a été un petit peu. Là, c'était un petit peu. On a cité Le Loup-garou de Paris. Ouais. Déjà, c'est un bon exemple de film de merde. Malgré que je constate le. Ah Non, Le Loup-garou de Paris, 97. 97. Ah, 87, ok. Tant pour moi. Alors, malgré que, petit aparté sur le Loup-garou de Paris, moi j'avoue que je l'ai en DVD. Et j'avoue que c'est le film, par contre, je le mets quand je veux bosser sur l'ordinateur, que j'ai envie d'avoir un petit moment de fond et déconnade, il passe tout seul. Je le mets dessus. Après, c'est dommage que la nécessité est très, très goth, qui est pas inintéressante. Déjà, on commence par des plans de cathédrale, je trouve ça magnifique dans la rue. Mais c'est vrai que, en fait, le problème, c'est que la première partie du film est intéressante, mais après, comme beaucoup de films, ils se partent en couille, ils essaient de rajouter un truc au loup-garou, mais qui ne va pas. C'est-à-dire que là, je dois imaginer un sérum qui permet au loup-garou de ne pas avoir besoin d'attendre la pleine lune pour se transformer. Il y a eu Van Helsing. Van Helsing, ouais, qui est alors lui un hommage carrément à l'Universal Monster, enfin hommage. Qui était d'ailleurs lui-même un petit peu un crossover de l'Universal Monster. Oui, bah oui. Parce qu'il y a Dracula, il y a Frankenstein dedans. Il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi. Dr. Jekyll et Mr. Hyde à Paris. D'ailleurs, qu'il y a eu un dessin animé après, je l'ai aussi en DVD, que justement on voit la traque de Van Helsing dans. Ils voulaient en faire un truc assez multimédia en fait, pour Helsing, c'était leur ambition. Après je sais que Steven Sommer a toujours adoré, Après hommage Universal Monster. Plutôt à son père qu'il a fait. Plutôt à son papa, on va dire. Lui adorait. On peut dire il tente. Parce qu'à la fin du film, il a carrément écrit un mémoire de mon père. Donc, je pense que c'est surtout son papa qui adorait ces films-là. Il y a eu une très belle trilogie qui s'appelait Ginger Snaps. Oui, il m'avait marqué celui-là parce que ça m'a fait penser au film Carrie de Palma. C'est un peu pareil, c'est un peu dans le même concept. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film où le loup-garou a une queue. Ça, j'ai bien aimé. C'était assez intéressant le fait d'essayer de cacher la queue. Et j'avais trouvé un parti intéressant parce que pendant des années, beaucoup de gens. Titre de film, cacher la queue. Cacher la queue. Non mais c'est vrai, il faut savoir c'est que pendant longtemps on avait essayé de faire des queues de base depuis longtemps à des loups-garous, même il y a des illustrations depuis des années qui montrent à chaque fois cet homme, donc plutôt cet loup il y a tellement de personnes qui vont dire titre devant leur écran là. Mais on ne faisait pas parce qu'on avait simplement à pas animer une queue en fait. Il y a eu quelques films intéressants, après donc du coup il y a eu Le Mal-Aimé, je pense c'est comme on a dit tout à l'heure avant de faire la vidéo à cause du fait que c'est Wes Craven qui l'a fait. Et comme c'est dit, Wes Craven, Scream, il va nous faire un truc bien, alors qu'en fait c'était une comédie horrifique qui est, alors dis-le Camille, que je dis mal dire. Cursed, voilà. Avec Christina Ricci. Comment il s'appelle? Jesse Eisenberg. Ouais, Jesse Eisenberg. Puis l'autre, celui qui joue dans Dawson, le brun. Joshua Jackson. Je crois que c'est ça. Moi, c'est lui. Qui était plutôt pas mal, un loup-garou qui est à Hollywood, donc qui est intéressant et qui en plus était un super hommage à plein de films parce que ça se passe pendant une exposition justement sur le loup-garou. Donc justement il a fait un musée justement sur le loup-garou, on peut voir la canne justement de The Wolfman qui est là. Mais après ce film-là a connu quand même beaucoup de problèmes, il y a eu pas mal de reshoots, pas mal de problèmes. Ouais. Mais le loup-garou est plutôt pas mal dedans. Il y a eu pas mal de films où, en règle générale, c'était des grosses bébêtes. Voilà, c'est vrai que ça devient des grosses bébêtes poilues. Qui mangent les gens. Qui mangent que les gens. Et, il y a eu une tentative qui était plutôt intéressante du The Wolfman, qui avait été refait avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins, que je souligne, parce que je trouve qu'elle est. Je dirais pas qu'elle est extraordinaire, mais elle est plutôt bonne. Avec Rick Baker qui a travaillé dessus aussi. Oui. Et qui fait aussi un petit personnage, il fait la première victime du loup-garou d'ailleurs. Ah oui, je l'avais fait voir celui-là. Oui, il y a un petit moment. Donc du coup on est ça, puis évidemment Hollywood à ce moment-là était en mode, depuis que les vampires avaient bien évolué, depuis que les loups-garous avaient bien évolué, donc on était en mode il faut les faire s'affronter, donc du coup on a eu la saga Underworld qui est arrivée, beaucoup de séries dès qu'on parlait de loups-garous, que ce soit alors il y a une série
qui est marrant parce qu'elle est sortie d'un film que je trouve nul, qui s'appelle Teen Wolf. Ah oui, putain, oui. Ce film, il est... qu'on malgré l'a qu'il y a pas Michael J. mentionné, Fox dedans, mais ce film Ouais, est non, il est totalement insupportable. oubliable. Non, il est Et insupportable. il paraît qu'il y en a eu un deux. Oui, il y en a moi, eu je me un suis arrêté deux. au premier, ça me suffit. La Il y en a série eu un Teen deux. Wolf se dit sont tirés de ça, je sais pas à quel moment. Il y avait le loup-garou du campus, je sais pas si tu te souviens. Oui. Oui. Le campus, J'ai pas vu, oui. oui. C'était rigolo. C'était rigolo. Il y a eu Silver Bullet, c'était vulgairement appelé en français Peur Bleue, Ouais. donc je crois qu'il vient à partir d'un roman de Stephen King, il me semble. Oui, c'est ça. Avec un gamin handicapé, enfin c'était plutôt pas mal. On va dire que c'est du Sympa. Spielberg, c'est des films un peu Spielberg des années Voilà, c'est 80, production Spielberg. C'est ça. Mais toujours intéressant parce qu'on va dire qu'on est arrivé vers la fin avec le loup-garou qui pourtant a des codes, comme on a pu le dire tous les petits vidéos, qui avait des codes très bien lui et rapidement on s'en est servi pour raconter un truc très social, donc c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de films là-dessus, notamment ce qui m'a fait rigoler, mais apparemment c'est dans les festivals, il faut croire que dès qu'il y a du social, le film ça passe. De toute façon, si tu veux faire un film qui fonctionne un festival, faut qu'il y ait du social. c'est un truc qui m'énerve d'ailleurs, surtout quand on est dans ce genre de film. Donc il y a un film qui a été beaucoup salué par beaucoup de festivals et que moi je déteste, c'est Teddy. Ce film est juste, ce film est juste insupportable à regarder. Je comprends pas comment, mais enfin si, je comprends parce qu'il y a du social dedans, donc voilà, le côté marginal du gamin qui est pas compris avec sa copine qui est pas compris, et qu'au final à la fin il se transforme même en loup-garou. Alors le costume, c'est un loup-garou wish, intelligemment, faut l'avouer. Pour tout le monde dans une espèce de kermesse ou je sais pas trop quoi. Moi, je peux pas dire, j'ai pas vu. Moi je l'ai vu. Ah, Il y a des gens que je connais qui ont bien aimé, moi je ne sais j'ai pas supporté. Et du coup, entre tout ça, d'un seul coup, arrive un film qui divise. Il faut savoir qu'en fait, Universal avait essayé de refaire naître son Monster Universe, donc avec la Dark Universe. Donc qui malheureusement avait déjà un bon... Enfin, ils avaient déjà fait une bon planning. Il y avait l'homme invisible qui devait jouer par Johnny Depp. Alors ça avait fait scandale parce que c'était Johnny Depp et du coup les gens disaient on va pas le voir dedans, donc du coup c'est nul. Il avait été invité, enfin bref, plein de trucs comme ça. Ils avaient fait La Momie avec Tom Cruise. Alors moi je fais partie des gens qui ont plutôt bien apprécié le film. Il était plutôt sympa à regarder. Je sais qu'il a divisé énormément. Il s'est pas planté, mais presque. Ouais, presque. Et du coup, il a carrément enterré le projet. C'est à partir de là, ils ont dit on enterre le projet. Et donc, du coup, arrive un certain, je vais pas écorcher son nom, Len Wallen, parce que j'aime bien, mais à chaque fois, moi, les noms, voilà. Len Wallen. Donc, Len Wallen, alors, pour ma part, c'est quelqu'un que j'ai découvert avec une saga que j'aime beaucoup, de torture porn, qui s'appelle Saw. Donc, il me semble que c'est comme ça que j'ai démarré avec G-1. Quand ils avaient fait leur premier court-métrage avec sa donc voilà. Le Dark Universe s'était un petit peu cassé la figure. Il avait déjà repris un projet qui lui tenait à cœur, c'était The Invisible Man, qui, moi, j'étais pas très réceptif, je pense que j'étais pas public ciblé pour ce film, mais qui était pas inintéressant, et surtout que il est revenu en disant j'aimerais bien en effet reprendre le film Wolfman, qui donc de base du coup était avorté, hein. Mais lui pour en faire une version... Voilà, juste repartir sur un petit peu les bases d'avant, sans jouer trop sur le délire très hollywoodien qu'on avait maintenant, et en faisant une version donc plus récente. Donc en effet, on va parler de ce film-là. Donc ce film de Len Wallen, qui décide de refaire une version encore plus moderne du loup-garou, mais en reprenant les bases simples. Hey. Ginger, ça va aller, regarde-moi. T'es blessée, Charlotte, t'es blessée. Ça va aller. Il faut qu'on sorte d'ici. Attends, non. Bouge pas. Monte par ta fenêtre, vas-y, tu vas y arriver. Ça va aller, chérie. Ça va. Un film qui parle d'une histoire qui va se passer dans l'Oregon. Donc apparemment il y aurait une légende dans l'Oregon qui dit tout au début par un beau texte qui s'affiche dès le début du film,
où ils disent en fait qu'en 1985, il y a un randonneur qui avait totalement disparu dans les montagnes de l'Oregon, et qu'après, depuis spéculation, ils se sont demandé s'il n'y avait pas un virus dans la faune de la région surnommé la fièvre de la colline, qui en effet infecterait, parce que là on est, comme je dis, il a voulu remoderniser le truc, donc là on est sur une infection. Donc, une infection, donc on n'est plus sur des délire forcément de morsure comme ça, c'est surtout par le sang. Et donc du coup en effet, ces personnes qui disparaîtraient dans la nature, qu'on retrouverait donc un petit peu à l'état sauvage, et étaient appelées gueules de loup. Et en fait, donc, dans ce film-là, parmi en Oregon, il y a un homme qui, comme beaucoup sont là-bas des chasseurs, qui vit en pleine montagne, et apparemment connaissent cette histoire-là de légende, et traquent apparemment du moins certains veulent traquer la bestiole, dont en effet un personnage, pas le personnage principal, mais le père du personnage principal, qui en effet veut traquer cette bestiole, mais parce qu'il veut mettre son fils à l'abri. Parce qu'on comprend dès le début qu'apparemment déjà il n'a pas eu sa femme, donc déjà il ne reste plus que lui. Mais le petit Blake, lui pense que son père lui fait tellement peur que quand il a l'occasion de partir, ça c'est vraiment le début du film, 30 ans après en fait on redécouvre Blake mais qui décide d'aller à la ville. C'est-à-dire qu'il a totalement abandonné la nature pour aller à la ville, pour faire son métier alors je crois que c'est un écrivain ou journaliste dedans, c'est sa femme qui est journaliste et lui c'est un écrivain. Les deux sont dans l'écriture en général. Avec donc sa femme. Donc voilà, donc du coup on a tous ces petits moments qui va pas très bien, hein, comme dans les couples. Hein, voilà, pour Blake, il pense que sa famille est un petit peu pas sur le point de casser, mais ça va mal. Et en plus de ça, ça fait des années que officieusement, on va dire, son père a disparu, mais il n'a jamais été déclaré mort. Et là, boum, officiellement, ça y est, l'État d'Oregon déclare son père décédé. Parce qu'ils ne l'ont jamais retrouvé. Et donc, du coup, là, Blake, en plus d'avoir l'impression qu'avec sa femme, ça commence un petit peu à battre de l'aile, alors que lui, il aimerait que ça aille mieux, surtout que là, il vient d'apprendre qu'enfin son père était déclaré décédé, et qu'en fait, il s'aperçoit qu'il n'a plus que eux dans la vie, quoi. Donc, il aimerait chérir un peu plus sa famille. Surtout que lui et sa fille, ils ont une relation très fusionnelle. D'ailleurs, ça va être important dans le film. Mais sa femme, c'est l'impression que sa femme, elle y échappe. Et là, il décide en gros de se dire que ce serait peut-être bien de prendre un petit peu le large et l'air de la nature, en allant donc déménager la maison de son père en Oregon. Donc du coup, ils y vont. Blake retrouve une ancienne connaissance qu'il n'avait pas vue depuis des années, qui lui explique qu'en gros, là où ils sont en Oregon maintenant, beaucoup de gens ont pas disparu, mais ils sont un petit peu partis, quoi. C'est devenu presque un état plus sauvage qu'avant. Ouais. Mais il y a toujours ce côté qu'il n'y a pas d'éclairage, comme l'Oregon est très... Enfin, où ils sont, c'est très reculé, il n'y a pas d'éclairage la nuit, donc du coup, on évite de sortir la nuit. Et du coup, il conduit, parce que comme la nuit arrive, il conduit rapidement à la maison de son père, parce que Blake a un petit peu quelques petits trous de mémoire où ça se trouvait. Et donc du coup, en y allant, malheureusement, une drôle de créature, du moins d'apparence humaine, qui se tenait sur ses deux bouts, mais qui n'a pas l'état d'un être humain, va faire que Blake va essayer de l'éviter. En fait, le camion dans lequel ils sont va avoir un accident, il va se retrouver en pleine pente, caché, explosé dans un arbre. Et de là, en fait, en effet, il y a bien une bête qui est là et qui va attraper l'ami qu'il avait revu depuis longtemps devant lui, et qui apparemment, alors je sais pas exactement, je crois que c'est à cause d'éclats de verre qui se prend, ça lui fait une big blessure, mais du coup, il est quand même, ça saigne tout, ils arrivent à s'enfuir, mais ils voient bien qu'il y a une bestiole qui est en train de leur courir après, jusqu'à la maison de leur père, de son père, et se cacher dedans. Et en fait, tout le long du film, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas sur un film d'horreur où on va voir plusieurs pleines lunes. C'est que le film s'est dit, on va faire juste comment une famille survit pendant une nuit. Donc c'est-à-dire qu'on a rapidement et ça que j'ai trouvé intéressant, c'est le paradoxe entre le fait que c'est un bel état sauvage et qu'au final, ils sont reclus dans une maison, plein milieu de la forêt. Donc t'imagines, t'as vraiment rien autour de toi, juste de la forêt, et t'as une bestiole dehors qui est en train de rôder et qui essaye de rentrer. Mais au fur et à mesure que le film avance, un autre petit menace qui vient de l'intérieur est en train de se faire, parce que l'un d'eux est en train de changer. Blake lui-même.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment la base du film, et tout le long c'est comment cette famille va essayer de survivre, avec des petits twists qui vont arriver par-ci par-là et qui sont plutôt intéressants. Alors je sais qu'il y a divisé énormément, on peut voir sur des sites comme Rotten Tomatoes où il plafonne à 50 à peu près. Parce que en fait il reprend les codes de base du loup-garou, c'est-à-dire pas forcément une malédiction ni le fait d'être mordu ou quoi que ce soit, mais plutôt là ce coup-ci un virus qui va tout simplement grandir en toi. Mais sauf qu'on n'aura pas ce délire de loup-garou, grosse bestiole poilue, testostéronée, qu'on a pu voir les années 2000. Schwarzy avec des poils. Ouais, c'est ça. C'est clair et des grandes dents. On a un côté plus humain. D'ailleurs, le film s'appelle Wolfman, c'est pas pour rien, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit au début de la vidéo, mais il y a plusieurs façons de parler de loup-garou. Il y a le terme werewolf, qui est vraiment, là, c'est plus le loup qui domine que l'être humain, et que quand tu parles de Wolfman, c'est vraiment un homme-loup. C'est pas la grosse bébête. Oui. Et donc du coup ce qui est intéressant c'est que Ling Walem ne voulait pas de VFX pour son film. Oui, ça c'est vrai. Ça. Il voulait que du SFX, donc du coup vraiment repartir à l'ancienne, vraiment des animatroniques, des différents maquillages pour les personnages au fur et à mesure qu'il va évoluer dans le temps. Parce que donc là on est sur quelque chose qui est très anxiogène, parce que donc du coup comparé à Wolf, où que là on était plutôt sur comme si qu'au début il avait l'impression de devenir un super héros, là c'est l'inverse, c'est comme si il se sentait malade, il entend des choses bizarres, et plus le film avance, et là on va voir une scène qui est assez intrigante tout le long du film, parce que même moi quand je l'ai vu la première fois j'étais en mode quand tu découvres le film tu dis qu'est-ce que c'est que cette scène, parce qu'il essaie de parler à sa femme, mais Julia Garner reste stoïque. Ce côté que paf, on comprend que en fait entre lui et sa fille et sa femme, ils ne se comprennent de nouveau plus. Mais parce que lui, c'est comme si qu'il parlait comme quelqu'un qui ne savait pas. Le langage il est rompu. Comme si c'était d'un coup un bébé qui parlait et lui pareil, il comprend pas ce qu'elle dit. Par contre, lui s'aperçoit qu'il commence à avoir entendre des bruits que des gens n'entendraient pas, comme par exemple il arrive à entendre, c'est horrible d'ailleurs entendre ce genre de son, mais pour lui une araignée, nous on l'avait juste monté sur le mur, lui il arrive à l'entendre à un point comme si c'était un tambour qui tapait à côté de lui, chaque pas. Donc il commence à comprendre quelque chose qui va pas chez lui, et là on voit bien que son visage commence un petit peu, alors c'est bizarre parce que son visage n'est pas comme les loups-garous traditionnels, on voit bien un peu, ça fait pas comme des verrues, mais on voit à certains endroits c'est comme si qu'il avait quelques cloques, donc on sent comme si c'était vraiment une infection qui se faisait, et ça je trouvais ça génial là-dessus. Ah moi je l'avoue, tout le monde, il y en a qui veulent devenir super-héros, moi je sais pas pourquoi, quand j'étais gamin, j'ai toujours eu envie de devenir un loup-garou. Me demandez pas pourquoi, mais je pense comme que Cody dans Notre Belle Famille. Pour ceux qui en ont et du coup j'ai ça, et ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui manquait dans les films justement, on n'a pas parlé depuis les années 2000, c'est que le loup-garou était devenu une vulgaire bestiole qui souvent en plus se cachait dans des égouts, dans ce genre de choses, et on n'avait plus le rapport à la nature. Je sais pas si vous avez remarqué, mais même les anciens, ce sont des châteaux, mais près de la forêt. C'est vrai. Et, il n'y avait pas cette question de c'est nature. Ça. Ouais. Et là, faire limite un huis clos, ça j'ai trouvé stylé. Le paradoxe, le huis clos, mais dans une nature, j'étais en mode ça c'est beau. J'ai envie de faire mon Jean-Claude Van Damme. Et ça c'est beau. Et en plus, c'était pas mal parce que regarde, tu sais, Wolf se termine par la nature et et on revient à la nature. Tout est lié. Maman a apporté les piles longue durée. Maman a apporté les piles, alors plus de télé. On a notre cher Blake qui, donc du coup, au fur et à mesure du temps, va se transformer aussi, donc lui, en créature, et va du coup être confronté à un duel avec la créature qui est à l'extérieur, du coup, à un moment donné. Mais pour faire passer, c'est le but, pour faire passer un seul coup, le film de genre un petit peu très suspense, on essaie de se survival, d'un seul coup de se camoufler, de se cacher du moins à l'intérieur. Donc du coup, on a la bestiole extérieure qui enfin rentre dans la maison. Duel avec donc Blake qui lui commence à avoir un aspect très primal. Ça te dit ça, primal? Primaire, ouais, très animal. Très animal. Donc et là, il réagit, c'est-à-dire que il comprend encore ce qu'il y a autour de lui, enfin même s'il n'entend plus rien, il perçoit plutôt les choses, mais il comprend plus ce qui se passe vraiment autour de lui. Mais il a quand même des instincts rapidement qui sont très proches de l'animal. Et donc du coup, ce qui fait que automatiquement, combat entre ces deux créatures.
Là, évidemment, Blake arrive à prendre le dessus sur la créature et la tuer. Et là, en fait, ce qui fait que le film va partir d'un seul coup sur un côté un peu parano, parce que d'un seul coup, c'est sa propre famille va avoir d'un seul coup peur de lui. Parce que la première partie, c'est en mode, on savait pas ce qui se passait, Ouais, et là, il est malade, ouais. voilà. Et là, on arrive vraiment sur un truc où que Blake va vraiment réincarner la nouvelle bestiole. Donc tout ce côté-ci, donc là ça va être vraiment un cache-cache, vraiment comment on dit, chat et souris. Alors qu'avant c'était essayer de s'évader pour emmener Blake à l'hôpital. Et là ça va être mon mari, on ne sait pas. Est-ce qu'on doit se méfier de lui par rapport à ce qu'on a vu avant Est-ce qu'on est foutu ou Est-ce qu'on est foutu ou pas? Et donc du coup on a toute cette partie-là qui va se faire. La fin vraiment se termine vraiment quand l'aurore arrive en fait. Et là, comme on disait tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant, c'est que Blake, une fois qu'il est transformé en loup-garou, et qu'il devient ce qu'ils appellent la gueule de loup, ne peut plus se redevenir humain. En fait, c'est comme si il est reparti à l'état sauvage. C'est réversible. C'est réversible. Donc à la fin, quand il le tue, Blake, d'ailleurs scène très émouvante, parce que c'est comme si que sa fille, parce qu'en fait, tout le long du film, on va dire que sa fille et lui, ils n'arrêtent pas de jouer à un jeu où en mode sa fille, elle doit mettre sa main sur son front et deviner à quoi il pense. Ouais. Alors au début on croit que c'est un jeu à la fin, mais sauf qu'à la fin, cette petite chose que j'ai bien aimée entre le père et la fille prend une dimension totalement différente, c'est que en fait elle comprend réellement, malgré qu'ils n'arrivent plus à se comprendre, niveau verbalement. Merci, je vais dire vocal, mais non, c'est pas terrible ça dire ça, verbalement. En effet, ils n'arrivent plus à se comprendre, et mine de rien, elle comprend qu'en fait il souffre. Il souffre, et en fait il demande, c'est carrément lui qui demande d'arrêter ça. Ouais. Et là sa femme tire. Et d'ailleurs du coup après elle reste à côté de lui tant qu'il fait son dernier souffle. Et enfin sa mère et sa fille découvrent la fameuse vallée qu'il n'arrêtait pas de vanter depuis tout le long du film, qui était magnifique et qu'on voit déjà au début du film. Et c'est marrant, c'est qu'au début on le voit, lui son père, quand il est gamin, le même plan. Et à la fin, c'est sa femme et sa fille, même plan. Et ça se termine vraiment sur une boucle là-dessus. Donc on est très proche de la nature, on a vraiment ce côté, je trouve, on retire tout le côté hollywoodien que Hollywood a fait pendant un bon moment, et on retombe juste sur un homme qui devient loup. Alors en effet, par contre, maintenant en venons-en au principal, le maquillage du loup-garou. En effet, il est différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Parce que là, du coup, comme c'est un peu une maladie, il a voulu traiter un petit peu comme tout ce qui serait les cancers, ce genre de choses. Donc, au début, Blake, il va pas avoir de poils. Il va plutôt en perdre. Oui, ça va être une déformation physique. C'est une déformation physique, c'est-à-dire qu'il va en perdre. D'ailleurs, ils ont évité les pointes qu'on connaît de ces... Là, c'est plutôt limite des oreilles qui sont un petit peu comme le boxer, tu vois, le chien boxer. Alors, j'ai un ami, parce qu'après je suis retourné voir le film cinéma, j'ai tellement kiffé que j'étais en mode non, il faut que je fasse faire ça avec mes amis. Et ils m'ont dit, limite au début, le loup-garou ressemblait plutôt pour eux à un orc. J'étais en mode. C'est une anecdotesque. Donc on sentait que voilà, le côté très culture, Sciences Anneaux et autres, ou Donjons Dragons est peut-être là. C'est dit, non, ça a quand même une gueule de loup-garou, surtout vers la fin. Et en plus, ça, on voit que. Alors, je n'ai pas spoilé par contre ce passage-là. Bon, je sais pas utile de spoiler, et c'est bien. Mais je n'ai pas parlé de l'autre créature qui était avant. Et l'autre créature qui était avant, on voit que par contre, elle, à part juste le côté visuel d'un cache humain, mais n'est plus tout humaine. C'est-à-dire qu'elle réagit comme un animal, malgré qu'elle fait un truc à un moment donné. C'est qu'elle regarde Blake, comme ça. Et d'un coup, elle décide de le prendre, on ne sait pas pourquoi, avec lui. Et c'est là que sa femme va le défendre, parce qu'elle voit que la créature prend son mari. La créature voulait pécho Blake. Ah, tu vas voir. Mais on voit qu'après, en effet, lui, là, par contre, il a une bonne tignasse, il a vraiment les sourcils, parce qu'on n'en parle pas, mais c'était de base un cas, même à l'époque, dans la vraie vie, quand on pensait que des gens étaient des loups-garous, on les brûlait pour ça, qu'on les sorcières, il ne faut pas se leurrer. C'était le mono-sourcil. C'est-à-dire que là, on voit qu'il a bien les poils qui sont repoussés, donc on voit que Blake, en fait, s'il avait continué sa transformation, lui, il aurait réussi les poils, parce que même à la fin, il en a quelques-uns un peu partout. Mais c'est pas encore la créature, je pense qu'il aurait fallu du temps pour qu'il devienne vraiment état sauvage. Bah, littéralement un loup. Littéralement un loup, ouais.
Alors, moi, je l'ai vu. Alors, j'ai préféré celui-là au film d'avant, De... Invincible Man. Ouais, j'ai pas été public réceptif non plus. Je sais pas. Alors, je trouve que l'idée, on peut comparer parce que c'est la même production. Ouais. Mais Invisible Man, je trouvais que le concept était intéressant. Mais en fait, il y a un truc qui cloche, selon moi, c'est à vouloir mettre trop d'ambiguïté en disant est-ce que c'est elle qui est folle, est-ce que c'est lui, voilà, est-ce qu'il est à vivant, un moment donné, ouais. tu fais perdre le fil au spectateur. C'est ça. Et pour le coup, à un moment donné, non, c'est soit tu fais en sorte, soit tu restes dans la subtilité tout le long en disant est-ce qu'elle est folle ou pas, mais tu fais en sorte justement de faire comprendre au spectateur de donner cette sensation-là. Ouais. Que là, pour le coup, Invisible Man fait l'erreur de je prends plein de pistes, démerdez-vous. C'est ça. Alors que en plus, moi c'est pour ça que j'étais voir au cinéma, c'est parce que donc oui, malheureusement c'est une production qui, on va dire qu'ils sont capables de faire des bons films et des mauvais films en même temps, c'est-à-dire que c'est la production Blumhouse. Mais là qui est avec Universal, donc je pense qu'Universal, voilà, c'est. Non, c'est officiel, ils se sont liés Okay. depuis. Parce que j'avoue, Blumhouse, ça fait depuis quelque temps beaucoup de films d'horreur modernes qui m'ont énervé dans le sens que. On veut tout expliquer. Et ça, ils ont relancé Halloween, mine de rien, qui a bien marché. Oui, et enfin, le premier. Et après, ils ont voulu retenter avec l'Exorciste qui s'est cassé la gueule. Ouais, donc on va dire qu'il y a du boire et à manger. Il y a du boire et à manger. Alors pour Wolfman, moi je suis. Je crois. Mitigé contre moi. Alors, moins mitigé que Invisible Man, ça Ouais. c'est sûr et certain, parce que c'est la proposition qui est intéressante. Ouais. Sur ce film-là, c'est la proposition. Mais je pense que, pourquoi c'est mitigé ? Je pense qu'il ne fallait pas appeler le film Wolfman. Et ne pas le vendre, en fait je pense que ce n'est pas le vendre comme un film de loup-garou. Parce que selon moi, c'est pas un film de loup-garou. Malgré qu'il a tous les codes de l'ancien... Mais c'est pas un film de loup-garou. Je pense que le problème, c'est que il y avait un autre titre. Ouais. Je pense que les gens l'auraient un peu plus accepté. Accepté. Je pense que c'est ça. Parce que la proposition, elle est superbe. Ouais. Elle est super Ah ouais, intéressante. j'ai été ça change. hypé, j'étais en mode, mais ça c'est beau. Ça change, tu sais, t'as une atmosphère particulière, Ouais, ça ouais. change. Il y a certains effets sont un peu discutables, je trouve. Mais je parle de maquillage, hein. Il y a certains effets qui m'ont un peu... Bon. Mais je pense que le problème, c'est le titre du film. Parce que quand tu titres un film et tu mets Wolfman, les gens automatiquement vont se dire oh putain. Oh putain, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est oh putain. Invisible Man avait bien marché, mais parce que il gardait ce concept-là. Il se passait des choses. Il se passait des choses, voilà. Mais Wolfman, en fait, techniquement parlant, ça parle pas d'un film sur le loup-garou, ça parle surtout de la famille. Je vais donner un exemple assez concret. Ouais. 28 semaines plus tard, ou 28 jours plus tard, la trilogie 28 jours. Ouais. La trilogie des 28. À aucun moment, il dit zombie. Oui. Et c'est considéré comme un film de zombies, enfin d'infectés, mais c'est considéré comme un film. Ils en parlent jamais. Même dans le dernier qui est sorti au cinéma. Tu vois, ils ne vendent pas le truc en disant c'est un film de. Ouais. Voilà. C'est vrai que dans ce film-là, ils en parlent jamais d'un loup-garou. Ils disent gueule de loup. Par rapport à comment on en parle dans l'Oregon. Voilà. Et je trouve que par exemple, le titre français, si le gueule de loup, ça aurait été pas mal. Par exemple. Tu sais. Ouais, je vois. Ouais, pour avoir cette... Je pense que le film aurait été... Je vois ce que tu comprends, parce que c'est vrai que après, dans le principe, parce que moi j'avais essayé de comparer à plein de trucs, et c'est vrai que il coche beaucoup de cases qui font que pour moi, oui, c'est quand même une histoire de loup-garou. Oui. Mais en effet, c'est différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, parce que comme on disait, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé aussi de ça, mais il y a énormément de types de loup-garou. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup le loup-garou rallié au loup même, mais par exemple, on a nos voisins aussi... qui sont pas européens du coup, du coup on en fait le skinwalker, ce qui est un petit peu différent, ou le wendigo, qui par contre du coup, malgré qu'il coche certaines cases de garou, mais dans certaines régions est plus apparenté à un être humain avec des grosses dents et qui voilà. Et je pense que ça se rapproche plus. Ça se rapproche plus de ce genre. Ça, mais moi je trouve que la proposition elle est hyper intéressante. Il y a la même actrice, j'ai préféré celui-là à Évanoui. Parce que lui il est mieux écrit. Évanoui, il m'a écrit, pour moi. Évanoui, alors je vais pas passer un mauvais moment de moi non devant, plus, mais au bout de 2 minutes, je comprenais le truc arriver direct, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Mais je trouve que... je pense que le problème de... Enfin, c'est pas un problème en soi, mais je pense que la mauvaise réception du film, c'est son titre. Ouais. Parce que Wallface.
Non, Non, mais tout bête, ou, mais c'est vrai. tu sais, ou garder cet esprit, tu sais, de la nature. Bah, surtout qu'ils trouver- parlent de gueule de loup, ils auraient pu très bien parler Gueule de de loup. La Tulou, par exemple. Tu sais, gueule de loup, ou parler par exemple, ou mettre le titre justement de la fin, tu sais, là où ils découvrent enfin la vallée. la vallée. Cette fameuse vallée voilà, qu'ils n'ont pas pu tourner à l'Oregon, mais qu'ils ont. Tu sais, qu'ils ils ont- auraient pu trouver un autre titre, je pense, et je pense que vraiment, là, automatiquement, les gens Dans leur tête, ça aurait moins tapé. seraient moins Que tapés. du coup, rapidement, bah, je pense que ceux qui n'ont pas aimé le film, en effet, comme tu dis, c'est ceux qui, derrière ce coup, ils ont vu le titre. Marie, il a bien fait en sorte de le séparer, parce que, par exemple, Oui, c'est pas attaché. Le Wolfman, c'est c'est Wolfman. attaché. là, c'est Wolfman. Ouais. Donc je me suis dit, ok, moi j'avais compris le délire de. Mais quand tu regardes beaucoup de films de loup-garou, tu comprends, mais en effet, les gens qui ne connaissent par exemple juste les classiques, du moins, même juste qu'ils ont entendu parler, comme le loup-garou de Londres, Ou qui savent, Wolfman, ils ont. qui savent voilà. très clairement c'est quoi un loup-garou. Un En gros, loup-garou. Voilà, en effet, le titre, j'avoue on pourrait s'attendre à quelque chose de plus rapproché justement à celui de avec Lon Chaney JR ou autre. Je comprends, je peux comprendre en effet. je pense que c'est ça. Moi, à titre personnel, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. J'ai beaucoup aimé l'écriture du scénario et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il a instaurée. Ah oui, je dis pas que c'est le chef-d'œuvre de l'année, mais Mais j'avoue qu'au niveau film de loup-garou, j'ai En dit termes de celui-là, il est proposition, pas mal. en termes de proposition, il a à voir, il a à Ouais. découvrir vraiment. C'est pas une bouse, c'est pas un mauvais film. Parce que j'ai vu certaines critiques. Oui, puis c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Ou alors vous en avez jamais vu. Je pense qu'il faut lui laisser une petite chance pour ceux qui le connaissent pas et d'y aller, mais sans préjugés, sans se dire on va avoir ça, on va avoir ci. Non, oui. Non. C'est un film intéressant, je trouve. Allez-y, parce que des propositions comme ça court pas trop les rues en ce moment. Non, Malheureusement, le film n'a pas marché en soi. non, il divise sur. Non, puis surtout, ça a été un échec. Oui, C'était un échec. C'est dommage. Ça a été un échec et je pense que Universal va revenir à ce qu'ils vont du mauvais côté de la barrière, je dirais. Quand tu vois leur prochain projet, et c'est avec Christian Bale et je ne sais plus l'autre actrice, mais c'est la fiancée de Frankenstein, ça y est, j'ai vu la bande-annonce. Au secours. Ils n'ont pas compris le truc. Ils disent on va faire notre Joker à nous. Ah d'accord. Ok. Moi, c'est pareil, j'ai pas encore vu le Frankenstein des taureaux là. Magnifique, c'est magnifique. Il est beau. C'est magnifique. Voilà. Oscar Isaac, c'est ça? Ouais. C'est magnifique. Ça a des défauts, oui. Non, mais- C'est magnifique, mais c'est magnifique. Voilà. Et après, il fait le fantôme de l'opéra. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci, messieurs, pour cette émission. C'était cool. On a parlé de. Et mesdames, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça parce que j'ai les cheveux longs, c'est ça? Ah, je pensais que tu t'adressais au public. Donc j'étais en mode, messieurs, dames. Non, merci, messieurs, vous. Ah, vous, ok. Pour cette émission, on a parlé de grosses bébêtes et poilues, et pas forcément que poilues, avec des grandes dents, ça c'est sûr. Ça, c'est à chaque fois, non. Et donc la prochaine émission, ce sera pas forcément une spéciale Noël, quoique vous pouvez choisir des films de Noël, mais ce qui peut être cool, c'est de parler des films sur l'amitié. Comme Dumb and Dumber. J'essaie de trouver un autre film, mais j'en ai pas Il y en a plein. Stand By Me. Stand By Me, ouais. En fait, voilà, soit Noël, soit amitié, mais si ça peut avoir les deux, c'est cool. Ah, Noël, j'en ai pas mal. Et que ce soit pas que les films d'horreur, les films voilà. comiques et autres, j'en ai plein. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Cinéma In. Allez en salle de cinéma, revoyez Furiosa, bordel de merde. Allez voir The Running Man. Allez voir The Running Man aussi, parce qu'il est Ah, je vais aller voir, monsieur. Il est plutôt intéressant. Bon, j'ai une petite personne, je trouve que la fin... discutable, la fin. J'aime pas trop la fin. Mais sinon, dans l'ensemble, The Running Man est un film très sympa. De toute façon, je pense que c'est le genre de film que ça va être certains vont pas aimer la fin et d'autres vont l'aimer. Voilà, c'est. Moi, j'attends juste comment le film va être et après peut-être que je vais attendre. Ah ouais, j'ai envie que ça s'arrête comme ça, mais généralement si je me dis ça en tête, c'est que ça. Bon voilà, aimez le cinéma, allez bouffer du cinéma et soyez heureux. Voilà. Ciao. Croquez la vie. Salut. Salut.